Alors, tu fais ce que tu veux maintenant. T'es qui? Tu peux te présenter vite fait? Hein? Tu peux te présenter? Je suis Yannick, Yannick Y2NIG Baron, depuis ma naissance. Mais jusqu'à il y a 3 4 ans, j'avais pas réussi à changer ma carte d'identité où on avait obligé mes parents à mettre le mot Jean. Donc j'ai supporté Jean jusqu'à environ 78 ans. Et à 78 ans, j'ai réussi à mettre Yannick et maintenant tous mes papiers sont avec mon vrai nom. J'ai pas changé de nom, j'ai simplement mis comme mes parents le voulaient. Petite anecdote, quand mes parents avaient accepté de marcher à 4 pattes comme tout le monde à l'époque. Mais moi, quand j'ai eu ma première fille qui est décédée, Wana, et à 19 ans elle est morte, et bien quand j'avais été la déclarer à la mairie de Marseille, ils ne voulaient pas du prénom Wana. Alors je leur avais demandé, le monsieur qui est devant moi là, comment il s'appelle lui? Lui c'est Mohamed. Ah bon, lui il a le droit à Mohamed et moi j'ai pas le droit à Wana. Et il me dit, ben non monsieur, parce que lui il va être indépendant bientôt. Ben je dis, moi je demande pas mieux, hein. Et alors je leur ai donc dit, ben monsieur, moi la loi m'oblige de venir à Merdy, je suis venu, vous en voulez pas, ben tant pis qu'elle n'a vaut. Et je suis rentré chez moi. Et 15 jours après, ils m'ont envoyé un adjoint au maire, chez moi à Bois-le-Maître, pour enregistrer ma fille. Et elle a donc porté le nom que je voulais. Mais 50 ans avant, ils ne voulaient pas. Eh ben. Et tes frères et sœurs, ils ont eu le bon nom? Annie, Marie, tout ça, c'est des prénoms français. Hein. Pierrick, il a le nom de Pierre. Mais tout le monde l'a toujours appelé Pierrick. Et moi, ça a toujours été Yannick. Donc, j'avais aucune raison d'avoir Jean sur ma carte d'identité. Mais il y a 4 5 ans, c'est devenu un peu plus facile de les changer. Alors, petite autre anecdote, quand j'étais à la mairie de Vannes, qui est chargée de faire ça maintenant, le premier, il faut prouver qu'il y a plein de papiers qui portent le nom que vous souhaitez. Moi, je n'avais aucun problème, tous mes articles dans la presse, les bouquins et tout ça, ça marchait. Mais le premier papier que j'aurais donné à la mairie, c'est l'achat de mon futur tombeau au cimetière de Calmont. Alors, la facture était au prénom d'Yannick. Et j'aurais dit, vous n'allez quand même pas mettre n'importe qui là-dedans. Alors, ils ont bien ri. Et puis, ça s'est fait gentiment, avec beaucoup d'humour. Ok. Voilà un premier élément important quand même. Hein. Bah ouais. Alors, autrement, je suis né le 26/10/1936 à l'île de Groix. Et si c'est des souvenirs que tu veux, le premier souvenir qui est inscrit dans ma mémoire, c'est 4 ans après l'arrivée des Allemands à l'île de Groix. Donc il était à l'île de Groix quelques années après, il y avait 6000 Allemands et 6000 civils. Et 6000 civils, civils, Bertrand, comme ça. Mais quand ils sont arrivés, ils ont défilé depuis Porte-de-Vie jusqu'au bourg, partout, beau défilé, avec des chevaux, tout ça. Alors il n'y avait évidemment pas un chat dans les rues, mais tout le monde était aux fenêtres, derrière les rideaux. Et donc mon premier souvenir, c'est le défilé des Allemands absolument défini dans les rues du bourg et qui sont passés devant chez moi, puisque j'habitais entre l'église et le presbytère. Et là, il y avait une circulation toujours importante, quoi. Et puis ensuite, après, la plupart de mes souvenirs, c'est des souvenirs de la guerre, hein, parce que alors les Allemands, ils avaient fait, qui étaient ultra nombreux, ils avaient pris l'école et les écoles et tout le bazar pour se loger. Et moi j'allais à l'école primaire et maternelle, non, j'avais été chez les sœurs, à l'école des sœurs. Mais primaire, j'ai fait une bonne partie de ma scolarité dans des arrière-salles de bistrot. Tous les enfants de Groix faisaient leurs cours dans les bistrots, parce que toutes les écoles avaient été prises par les Allemands pour se loger. C'était déjà un petit peu étonnant d'aller dans le fond du bistrot pour faire ses cours.
Et comment dirais-je, je suivais mes cours, j'étais plutôt brillant à l'école. Et donc, dans la classe du certif, j'étais toujours dans les premiers. Mais avant d'aller au certif à 13 ans, j'ai donc plein de souvenirs d'Allemands. Et les Allemands, ils avaient amené à l'île de Groix plein de gens comme des Todd. C'était des Todd, c'était des espèces de gens qui avaient les yeux brillés et tout ça. Des bagnards, parce qu'ils ne pouvaient plus les envoyer à Cayenne, donc ils avaient peut-être 50 bagnards qui venaient pour construire les casemates et tout le bazar. Et aussi des STO, c'est-à-dire des services de travail obligatoires. Il y avait des Belges et il y avait des Bretons, puisqu'on était à la fin de la guerre dans une poche de l'Orient. Les Américains, ils ont dit, c'est pas la peine d'aller se battre contre eux là-bas et perdre des hommes. Ils avaient encerclé toute la région de l'Orient. Et nous, on n'avait plus de bateau pour aller à l'Orient. Et mes deux sœurs, Annie et Marie, les deux plus grandes, puisque Jeannette était déjà en Afrique, eh bien, tous les mois ou un truc comme ça, avec un landau, un vieux landau là, elles allaient avec le bateau jusqu'à Hennebon. Puis de Hennebon, elles allaient à pied avec le landau jusqu'à dans les Côtes d'Armor, de ferme en ferme, chez leurs anciennes copines ou copains quand elles étaient au collège à Vannes. Elles avaient des adresses et elles ramassaient 2 kilos de farine dans une ferme, du blé ailleurs, des légumes et tout ça. Et puis 8 jours après, elles revenaient à Groix et on avait un peu à manger. Autrement, on n'avait rien à manger. Déjà parce qu'on était ultra pauvres, dans les plus pauvres de l'île, qu'on était 8 ou 9 à nourrir. Et en plus, on avait des tickets de pain, mais comme il n'y avait pas de farine, ben, il n'y avait même pas de pain. On n'avait même pas la ration de pain. Et malgré ça, ma maman trouvait le moyen d'avoir en permanence, il y avait à notre table de 9 ou 10 ou 12, et toujours la part du pauvre. Alors le plus pauvre de Groix, Jacques Lens, il avait sa place et il venait manger là tous les midis. Après, il y avait Laurent Ledin, qui venait aussi, qui était un monsieur de 40-50 ans, mais qui vivait dans la misère, il allait avec la pêche au thon l'été. Et il faisait rien l'hiver, et il venait, et puis il piquait de l'argent à ma maman. Alors il avait piqué déjà de l'argent à nos parents. Une fois, on avait respecté en disant, tu ne vas pas le garder quand même. Oh, ben je lui ai pardonné, il est revenu encore pendant un an. En fait, il ne dormait pas là, mais il venait manger une fois par jour, tous les jours. Et il a volé encore de l'argent une deuxième fois. Alors là, il a quand même viré. Et puis après, il y avait notre tante Naïs, qui n'avait aucun rapport de famille avec nous, hein, mais tous les gens qui venaient chez nous, c'était notre tante ou notre tonton. Donc voilà. Et notre tante Naïs, elle vivait de son secours. La mairie lui donnait un petit secours tous les mois. Et puis, elle vidait les seaux des chiottes de tout le monde, puisqu'il n'y avait pas l'eau courante. Il fallait vider les seaux tous les soirs. Donc c'était son métier. Et elle lavait le linge aux douettes. Alors quand elle a fini de perdre la tête, elle est venue pendant 5 ans et là elle vivait carrément chez nous. Alors des fois elle lavait les draps à la place de ma mère, ça c'était bien. Mais des fois elle avait 5 fois le même drap et puis pas l'autre d'à côté, tu vois. Et à la fin elle ne pouvait plus rester alitée dans sa petite chambre. Et puis elle avait perdu la tête, alors ma tante Naïs, elle ne faisait plus la différence entre le midi et le soir. Alors elle mangeait avec nous, et puis le soir pour aller dormir, elle ne voulait jamais, qu'elle disait, mais je ne vais pas aller me dormir, maintenant on est midi. Alors pour dormir, il n'y avait qu'une personne qui pouvait la faire monter l'escalier, c'est moi. Parce que je la prenais par le bras et on chantait, et je lui disais, Graisse ma pierre, gali galant, graisse ma pierre, mardor coutant. Qu'étant mâchoué, jette me hanni, qu'étant mâchoué, jette me hanni. Wedorf, village et Normandie. Graisse ma pierre, gali galant, graisse ma pierre, mardor coton. Et là, j'étais arrivé dans la chambre et on pouvait l'allonger et elle restait là jusqu'au lendemain matin. Et alors, à la fin de sa vie, elle ne se levait plus. Et quand on lui portait comme à nous le grand bol de café au lait, plein de
croûtons, de tout ça dedans, et prenait tout ce qu'il y avait dedans, jetait par terre comme ça. Alors ça devenait invivable. Et donc au bout d'un moment, on a dû lui faire prendre le bateau pour l'envoyer avec les vieux à Lorient, parce qu'à cette époque-là, tout le monde allait à l'hôpital Baudeliot. Et c'est la première fois qu'elle prenait le bateau, qu'elle quittait l'île de Groix, à 70 ans. Et donc après, j'ai été la voir à l'hôpital et ça a été une horreur, parce qu'elle était dans une salle où il y avait peut-être 25 malades. L'après-midi, ils étaient toujours des hommes et des femmes, tous leur lit dans la même salle, tous en pyjama ou en chemise de nuit. Puis j'avais parlé avec elle, mais vive comme ça, tu rencontres 24 heures dans la même salle avec 20 personnes, hommes, femmes, tout ça, mélangé de l'horreur la plus totale. Quoi. Puis elle est décédée là, puis on l'a ramenée à Croix pour l'enterrer. Ma tante Naïs. Est-ce que tu as des souvenirs de tes grands-parents? Pas, non, parce qu'ils sont pratiquement tous morts avant moi, mais mon père avait 2 frères, contrairement à ce que je t'ai dit à ce moment. Non, un frère et 2 sœurs. Son frère, c'était le père de Jean-Michel Aguidel, de Jean-Michel Baron. Et puis il avait 2 sœurs, une qui était mariée, tante Mélie, mais on n'avait pas de relation avec eux. Et puis une autre qui était célibataire et qui travaillait à Lorient. Et à chaque fois qu'on prenait le bateau, comme elle vivait, en fait elle était gardienne de la maison du port à Lorient, et le bateau arrivait devant chez elle. Donc on la voyait à chaque fois qu'on allait à Lorient. Par exemple, j'ai un bon souvenir de l'ordination de mon frère Pierrick, parce que cette année-là, ils avaient ordonné, il y avait tellement de prêtres à ordonner au mois de juin, ça se faisait généralement à la fête de Saint-Pierre, au mois de juin tout le temps, mais lui, ils étaient 10 qu'ils avaient fait à Noël. Alors on était tous partis à Noël et on avait été à la cathédrale de Vannes. C'était une super journée. Hein. Mais mes grands-parents non, parce qu'ils sont morts avant que je naisse ou que je sois conscience de leur existence. Alors mes grands-parents, les parents de ma mère, c'était impossible de les voir puisqu'elle a perdu son père, elle n'a jamais connu son père et sa mère est morte quand elle avait 3 ans, ma maman. Et comme tout ça se faisait à l'époque, elle avait été prise chez les sœurs, elle a été élevée chez les sœurs de la communauté qui était à Croix. Ce qui fait qu'elle a fait des bonnes études, en plus elle était intelligente, elle a passé son bac, et puis elle a enseigné pendant 1 an à Caudan. Et après elle a toujours s'occupé de sa nombreuse famille, 9 enfants. Il faut quand même, c'est du boulot hein, pour une dame. Puis mon papa, lui, il avait ses frères et ses sœurs. J'ai sans doute rencontré mon grand-père une fois, mais j'étais tellement petit que je n'ai plus de souvenirs. Puis il habitait à Carlivio. Il faut savoir que l'île de Groix, c'est comme les États-Unis. C'est coupé en 2 parties. Il y a le nord, enfin, aux États-Unis, c'est le nord et sud, nous, c'est l'est et l'ouest. Puisy et Pumucure. Alors, Pumucure, c'est le côté de Grand Sable, du côté de Gavre et Tel, avec les belles plages et les belles maisons et les riches, Locmaria et tout ça. Tous les riches étaient de ce côté-là, les armateurs et les patrons de pêche. Et tous les pauvres étaient du côté de Puisy, Pellemène, le Trou de l'Enfer, etc., etc. Et tous les pauvres étaient là. Et le village le plus pauvre, c'était Créal, qui est le village le plus proche du Trou de l'Enfer. Et c'est de là que vient ma mère. Et mon père, lui, venait de Kerlivio, où habite toujours mon copain et mes calocs, et c'est Marivonne, qui sont des amis tout le temps, qui sont restés, qui sont donc des cousins à moi, 2e degré. Et puis, ils habitent toujours à Tallermoor, et ils sont bretons à bloc, et ils s'occupent de Job à caloc et tout. Et je lui ai envoyé encore des cartes de vœux, il m'a écrit cette semaine, on est amis depuis tout le temps. Voilà. Et c'était quoi leur caractère à tes parents? Les caractères de qui? De tes parents? Bon, mon père n'était pas bête, mais il était avare. Et déjà qu'on n'avait pas de sous, en plus il était avare, je ne sais pas comment il pouvait faire. Donc lui, il ne savait pas, c'était comme on dit en breton, mille michères, 1000 métiers, il a tout fait. Alors il a été douanier auxiliaire, facteur auxiliaire, ce qui faisait qu'il connaissait tout le monde à Groix. Mais ils vendaient des petits cochons, ils vendaient de la paille, on avait un jardin, des pommiers, des trucs comme ça, ils plantaient des patates. Nous, on allait planter des patates avec lui, hein, au lieu d'aller à l'école au mois de mai.
Et puis dès si par exemple quand il vendait des petits cochons, s'il y en avait un qui crevait, oh ben ça marche pas, et puis il arrêtait, il passait à autre chose. Donc il était comme ça et il supportait pas. On n'a jamais eu de cadeau ni rien du tout, nous, parce que d'abord on n'avait pas de sous, donc on ne pouvait pas, mais il était avare, quoi. Et puis ma mère, elle recevait tout le monde, malgré la misère et la pauvreté. Ben, quand on mangeait, on avait un grand bol de café au lait, chicorée, pas de café, c'est trop cher le café, chicorée au lait le matin. Et puis quand il y avait du pain 2 ou 3 fois l'an, ben, on mettait plein de pain là-dedans. Ou bien alors on nous donnait des biscuits de guerre à l'école. À l'école, on nous donnait à manger pour la maison, des biscuits comme ça, des paquets de biscuits. Alors on le gardait toute la matinée dans notre coffre, mais on n'avait pas de la peine à pas manger les 4 coins quand même avant de les ramener. On avait tellement faim. Alors on ramenait ça à la maison et puis on vivait comme ça avec ce qu'on ramenait de l'école et puis le peu qu'on avait là. Puis on avait quand même des patates, des carottes et des légumes. Et on avait 3 vaches, donc on avait du lait en permanence. Et des poules et des lapins. Donc entre le jardin, les poules et les lapins et tout ça, ben, ça faisait quand même pas mal de choses à manger. Mais par contre, aller au commerce, aller acheter des trucs, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à acheter. 2, il n'y avait rien à acheter. Et 3, on n'avait pas de sous. Donc c'était tranquille, assez tranquille. Et voilà, ça c'est... Alors, mais après ça, à la fin de la guerre, en 1946, comme tout le monde avait peur, à l'île de Groix, les Allemands avaient fait des énormes cuirassés avec des canons les plus gros qui ont jamais été fabriqués. Et le dernier cuirassé qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas eu le temps de le construire. Ça fait qu'ils avaient des pièces de canon qu'on appelait des 360, c'est-à-dire 360 centimètres de tours, là, c'était des obus énormes, quoi. Et ils avaient installé une batterie de canon comme ça, au lieu de le mettre sur un bateau, ils l'avaient mis sur une hauteur de l'île de Groix, et c'est ces canons-là qui ont détruit la ville d'Edmond, 30 km plus loin. Je ne sais pas si tu vois le truc. Hein. Alors tout le monde avait peur à l'île de Groix que les Américains et les Anglais viennent détruire Groix comme ils avaient détruit l'Orient avant, parce qu'ils voulaient détruire la base sous-marine, en théorie, mais en pratique, comme ils ne voulaient pas recevoir des obus dans les avions, ils planaient à 8 km de haut, et ils jetaient les obus comme ça au hasard, en venant d'Angleterre, tu vois. Au-dessus de l'Orient, ils ont rasé l'Orient, mais pas la grande caserne qui est toujours là. Et comment dirais-je? Eh bien, on avait tellement peur de tuer parce que tous les soirs à 8 heures, les avions anglais arrivaient, hein, passaient au-dessus de Groix pour jeter leurs bombes sur l'Orient. Alors nous, on était tous dans le couloir de la maison, avec notre valise et toutes nos affaires prêts à sortir. On a vu quand même des éclats d'obus tomber devant notre porte. Alors à la fin, on a évacué la plupart des enfants de Groix un petit peu partout. Moi, j'ai été envoyé quand j'avais, je suis né en 36, ça devait être en 44, hein, 45, quelque chose comme ça, j'avais 9 ans, 10 ans. Je suis allé passer un an à Guidel, non pas à Guidel, à Bréant-l'Oudéac, chez les commerçants. J'avais de la chance, ils étaient riches. Mon frère Guy était dans une forge, dans les forges de Lanoué, chez des paysans à côté. Mon frère Jojo, Marcel était à Uzel, Francis était à Plougrescan, etc., etc. Et une fois, notre frère Pierrick nous avait tous rassemblés pendant une semaine à la Chaise, dans une petite maison en terre battue. C'est la semaine de Pâques, sans doute. Et il y avait 2 lits à 4 places, et on était 10. Une armoire et une cheminée. Et en terre battue, tu te rends compte? Et il y avait dans l'armoire, c'est pas nous, hein, c'était le propriétaire de la maison qui venait tous les soirs dans sa maison parce que là, il avait mis des pommes et des tas de trucs dans ça. Et il venait prendre ça et il passait sous notre nez, on n'avait droit à rien du tout. On avait passé une belle semaine, qu'est-ce qu'on avait pu rire là et tout ça, je sais pas si tu vois. Puis après, on était retourné. Alors je suis toujours resté
après ça, on est rentré à Gouana. Après, j'ai été à l'école à Bréant-Loudéac, où tout le monde parlait gallo dans la cour. Et puis, dans la maison, il y avait monsieur et madame Beurel qui étaient commerçants. Ils vendaient des tissus, tout ça. Des- les gens faisaient leurs habits eux-mêmes à l'époque. Hein. Ils vendaient du tissu, quoi. Et puis, il y avait Agnès qui avait 19 ans, qui était une fille super belle. Et pour provoquer ses parents, j'avais encore descendu l'escalier en bikini. Oh, les parents qui rouspétaient et tout ça. Eh ben, c'était beau à voir quand même, hein, je vais te dire. Ben, Agnès Beurel, aujourd'hui elle a 97 ans. Puis il y a 3 4 ans, elle m'a fait téléphoner par un copain en disant Oh ben Yannick, je voudrais très bien te voir. Et j'ai été passer une après-midi chez elle. Moi j'ai 84 ans et elle a 10 de plus. Donc ben, c'était à 97 ans, garder des souvenirs comme ça, c'est pas mal. Hein. Et puis, une autre anecdote, dans les STO qui venaient manger chez nous, ben, il y avait des Belges, il y avait tout ça. Et puis, ben, nous, ils venaient manger à midi, puis c'est tout. Ils repartaient après, soit ils ont travaillé. Mais les STO, ils faisaient rien du tout. Alors, une fois, je me rappelle une anecdote, il y a ma maman qui demande Mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Oh, ben, on a planté un clou, madame. Et cet après-midi, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a déplanté le clou. Et dans ces STO, il y a après des Belges, mais mon frère Pierrick et ma sœur Annie, quand elles allaient dans les fermes, elles demandaient aux gens de leur donner leur carte d'identité, parce qu'ils n'en avaient rien à faire de leur carte d'identité dans les fermes. Et à l'île de Groix, ils faisaient des fausses cartes d'identité, et ils ont fait évacuer comme ça un certain nombre de personnes. Et je me rappelle que 2 Belges sont revenus après pour me remercier plusieurs années après. Et c'est là que j'ai connu le frère de Pierre-Yves Le Priol, qui est devenu un grand ami, qui était le directeur du journal de la Croix jusqu'aux dernières années, parce qu'on avait fait une fausse carte d'identité à son tonton, que j'ai rencontré chez lui il y a 5 ou 6 ans. C'est assez incroyable. Alors quand je vais chez lui, je trouve ton tonton Messi. Moi j'ai échappé à l'île de Groix, de l'île de Groix avec une fausse carte d'identité que ton frère et ta sœur m'ont faite. Et je vois encore sur la table du bourg mon frère enlever les photos, tu vois, retracer le tampon et tout ça, et il partait avec l'identité du monsieur d'ici ou de là, quoi. Hein. Ben, en plus de ça, ils fabriquaient des fausses cartes d'identité. Tu te rends compte, on aurait pu. Et nous, on allait sur le haut du port de Groix quand le bateau, une fois par semaine, partait. Alors, ils montaient sur le bateau. Et une fois, on était toute la famille là-haut. Puis le bateau avait fait peut-être 1 000 à l'extérieur. Les Allemands le font revenir. Ils disent ça y est, on est foutu. Ils se sont aperçus qu'il y a quelqu'un qui est faux dedans. Ils ont tout vérifié les papiers. Et le bateau était reparti. Ouf, c'était pas nous. Sans ça, ben, mes frères et tout, ils allaient en prison. Hein. C'est incroyable. Hein. On recevait même des Allemands, mais les Allemands, ils venaient la nuit et on ne leur donnait pas à manger. Mais quand même, et un des souvenirs aussi, c'est qu'au début de la guerre, quand on commençait on ne savait pas, et eux ne savaient pas non plus, les camps de concentration et tout ça, on ne savait pas. Hein. Et quand on commençait à l'heure du seuil de monsieur Pauvre, madame et tout, et à la fin, on se rappelle de certains Allemands qui pleuraient chez nous quand ils ont été certains des histoires des nazis et de leur comportement et tout ça, mais ils n'étaient pas tous d'accord avec ce qui se passait loin de là. Hein. Ben voilà, c'est des histoires. Et je me rappelle aussi un souvenir atroce, c'est qu'un jour, non pas, c'était les bagnards, qui étaient en tenue de bagnard, hein. Ils étaient à travailler dans les champs et puis le soir, en rentrant dans leur caserne, ben, ils passaient devant chez nous et 10 mètres plus bas que chez moi, encadrés par les Allemands avec des armes, avec des fusils. Il y a un qui tombe de fatigue par terre et l'Allemand, il vient, il lui tire une balle dans la tête, il l'a achevé. J'étais là. Ah ben dis donc, ça fait un choc. Et voilà, ben, c'est essentiellement des souvenirs de guerre. Après, il y a des souvenirs de jeunesse. Quand mon frère était séminariste, ben, il y avait plein de jeunes qui venaient à l'île de Groix, des colonies de vacances et tout, et là, qu'est-ce qu'on a pu rire. Alors, il y a une anecdote. Il y avait... On recevait aussi plein de gens chez nous, hein, des jeunes de Pau, les Clins, tout ça.
des amis de mes frères et tout. Je connais bien la famille Klein. Il y avait la fille aînée, qui était tout à fait bien, et mon frère Marcel, qui était tuberculeux comme moi, l'avait envoyé à Pau dans un sanatorium. Et là, il avait connu plusieurs familles, et forcément, il a fait venir tous les filles à l'île de Groix après. Il y avait la famille 15, c'était 3. Il y avait la fille aînée, était plus ou moins fiancée avec mon frère Marcel. Alors, la deuxième, elle était belle comme tout. Elle arrivait, mon frère Jojo, il courait après toutes les filles. Alors, donc, forcément, il courait après celle-là. Puis la dernière, qui avait à peu près mon âge, 15 ans, 16 ans, c'était Odile Klein. Oh, elle était super gentille. Elle m'écrivait des lettres après, je lui répondais, tout ça. C'était bien, c'était bien parti. Puis un jour, elle m'envoie une lettre. Ben, Yannick, j'ai eu du bonheur avec toi, mais je t'informe que je rentre chez les petites sœurs, des pauvres. C'est pas des pauvres, c'était un ordre de sœurs, des campagnes, on appelait ça les sœurs des campagnes. Ben, elle est partie chez Bonne Sœur, Odile. Tu vois comment c'est. Elle était super gentille. Hein. Et puis, quand il y avait un jour, il y avait toute une équipe d'adolescents qui étaient à Logmaria et tout ça. Puis mon frère Pierrick s'occupait un peu d'eux. Puis ils avaient envie de faire une blague à mon frère Pierrick. Parce que chez nous, la maison n'était jamais fermée, hein, avec 10 enfants et tous les gens. Quoi. On n'avait pas de clé, mais c'était toujours ouvert. Mais Pierrick, comme il était séminariste, il avait une petite chambre. On montait par l'escalier, mais il avait sa chambre à lui, alors que nous, on n'avait pas de chambre, on couchait dans les greniers, un peu n'importe où, mais lui, il avait sa chambre particulière. Il n'y avait pas l'eau courante, hein. Il avait un plat d'eau pour se lever. Des fois, dans sa chambre, je me rappelle très bien qu'un hiver, l'eau pour se laver le matin, elle était gelée. Il fallait casser la glace. Mais cet été-là, les garçons, ils voulaient lui faire une farce et aller le surprendre dans son lit. Ah ben, il nous avait dit ça. Ben, j'ai dit, si vous voulez faire, vous faites. Hein. Puis ils avaient attendu que mon papa, il se levait à 6 heures, il allait traire les vaches. Donc quand mon père était sorti, il dirait, on va le surveiller, quand il est sorti, on va monter, on va faire le bazar dans la chambre à Pierrick. Voilà, mais nous on était courants. Alors tu sais ce qu'on a fait? Ben, on avait dit à Pierrick, que ce soir tu devrais aller dormir ici et je sais pas quoi et tout ça. Puis on avait mis une jeune fille dans son lit. Alors quand les gars de la colonie sont arrivés dans le chambre à Pierrick, qu'est-ce qu'ils trouvent? Une fille dans son lit. Alors tu vois, toute la maison, la rigolade et tout. Ben, on rigolait tout le temps comme ça, c'était super, super sympathique. Hein. Et puis, tout à l'heure j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'est à cette époque-là, mes parents étaient super bretons, enfin, surtout ma maman, et puis on avait la chance, vu qu'on était cousins de Jean-Pierre Caloc, tous les Écossais et tout ça qui venaient à Groix pour voir Jean-Pierre Caloc s'informer, n'importe quoi, il y en avait beaucoup, les grands journalistes et tout le bazar, Job Jaffray, qui était connu dans toute la Bretagne, journaliste à la liberté du Morbihan, tout ça, quand tous ces gens-là venaient à Groix pour Jean-Pierre Caloc, ou bien les fondations, les scouts Blaymore avec Stivell et tout ça, ils venaient tous à l'île de Groix. Et automatiquement, ils arrivaient chez nous. Joseph Yvon, sénateur de la République et tout, automatiquement il passait chez nous, et donc moi j'avais 12, 13, 14 ans, et donc je lui entendais toutes les conversations avec ma mère qui demandait des renseignements sur la famille Jean-Pierre Caloc et tout ça, et c'était des rencontres assez formidables quand même. Hein. Et donc j'étais assez branché là-dessus, et puis quand j'avais environ 12 ans, j'ai commencé à faire un petit carnet de chant comme ça, en breton et en français. J'ai cherché tout à l'heure, mais je n'ai pas trouvé. Et puis le premier texte, j'avais mis un texte que Jean-Pierre Caloc avait écrit en français. C'était la première page. C'était pas une chanson, c'était une poésie. Mais il avait écrit ça quand il était encore un petit peu pas très formé, quoi. Il avait 13 ou 14 ans quand il avait écrit ça. Et puis j'écris ce poème, moi qui suis bien breton, bien français. Puis moi j'avais écrit ça, mais j'avais rayé bien français déjà, tu vois. C'était bien parti. Alors après, j'ai mis le brogos, les cantiques en breton, en français, tout ça. Dans mon petit carnet, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ma bretonitude.
Et c'était écrit à la main, au-dessus de ma chambre, etc. etc. Et c'est là que petit à petit, alors j'avais des gens comme Job Geoffrey qui est célèbre, vous pouvez aller voir sa tombe encore à Kévin avec une croix celtique et tout. C'était un journaliste qui a été arrêté comme la plupart des Bretons, hein, à la guerre il écrivait dans le journal Brisatov avant, puis après il a fait toute sa carrière dans la Liberté du Morbihan. Mais tous ces gens-là venaient chez nous, des gens comme tous des grands journalistes et puis des écrivains beaucoup d'Écossais et tout ça, mais de partout, quoi. Et ben nous, ça nous faisait des rencontres un peu, et puis forcément ma conscience bretonne s'est un peu développée, beaucoup. Et donc à 13, 14 ans, 15 ans, je me suis mis là-dedans. Et comme j'étais mousse à la pêche au thon. Donc je suis allé, je devais partir en mer avant mes 13 ans. Mais pas de chance, c'était la dernière marée au mois de septembre. Et j'avais mis mes bottes pour ramasser la glace tout l'après-midi pour mettre de la glace dans le bateau. Et comme j'avais pas mis de chaussettes, j'avais attrapé un panari là. Allé chez le docteur et je ne suis pas parti. Donc je suis parti à la pêche au thon l'année d'après, en juin. Et parce qu'on gagnait un mois, on partait de l'école un mois avant que l'école finisse et on arrivait un mois après, tu vois, on gagnait déjà ça. Hein. Et je suis parti JT, j'avais 14 ans, moins 3 mois, puisque je suis né en octobre. Ben, j'avais pas 14 ans, il fallait une dérogation de l'inscription maritime pour être mousse avant 14 ans. Donc j'ai commencé à aller 5 mois à la pêche au thon. J'avais eu la chance, la première été, d'aller avec un équipage. Ils étaient tous du village de Lomener. Le patron avait 28 ans. Il était JMC, Jeunesse Maritime Catholique. Et tout l'équipage, c'était des copains à lui, quoi. Alors on rigolait bien, il n'y avait pas beaucoup de contraintes. Et on avait quand même un vieux de Locmaria qui s'appelait Jacob Meunier. Et il y a sa photo dans tous les livres d'histoire. C'est un vieux marin super gentil. Mais quelle chance d'aller à la pêche au thon avec un équipage de jeunes, parce qu'avec un équipage de vieux, ben, c'était pas triste. Hein. Parce que c'était un peu dur. Hein. Bon, il y a la chance au pêche au thon à la voile, que quand il n'y a pas de vent, on ne peut pas pêcher. Parce qu'il faut une vitesse de 4 ou 5 nœuds pour pouvoir pêcher du thon. Bon, pas de vent, pas de pêche au thon, et s'il y a tempête, pas de pêche non plus. Donc il y avait beaucoup de temps où on ne travaillait pas. Où il ne travaillait pas. Parce que le mousse, lui, le plus jeune du bateau, il doit se lever le premier pour faire le café pour tout le monde. Et il se couche le dernier parce qu'il doit nettoyer tous les hameçons quand la pêche est finie. Et avec les vieux, quand il n'y avait pas de... et même avec les jeunes d'ailleurs, quand il n'y avait pas de pêche au thon, ils allaient tous faire la sieste, mais le mousse, il n'a pas le droit. Il doit rester debout sur le pont toute la journée. C'est incroyable, hein, c'est comme ça. Mais enfin, avec les jeunes, ça allait bien. Mais avec l'équipage de vieux que j'ai été l'année d'après, bah, c'était un peu moins triste. Hein. C'était pas tout à fait gai tous les jours. Enfin, ça allait, mais quand même... mon frère Guy, par exemple, s'y est jamais fait. Jojo, ça allait. Mais il y avait beaucoup qui ne supportaient pas l'ambiance. Hein. On partait en général 24-25 jours, c'est-à-dire qu'on revenait quand le bateau était plein avec 1000 ou 1500 tonnes, quoi, ou 1300 tonnes. Là, c'était la première marée, c'était une fortune. Pour te donner une idée, on était payé, on n'avait pas de bulletin de paye ni rien du tout. Et on arrivait à l'île de Bois, automatiquement il y avait le camion des usines qui venait de prendre les thons, ils les apportaient et ils payaient tout de suite. Et le deuxième jour, on se réunissait dans l'arrière-salle d'un bistrot, puis on disait, bon, ben, on a touché, je ne sais pas combien, 1000 euros maintenant. C'était pas des euros, c'était des francs. Alors il y avait un tiers à peu près qui payait pour l'armateur, il y avait un autre tiers pour payer la nourriture qu'on avait achetée pour manger nous, un petit peu les 3 ou 4 premiers jours, on mangeait du thon tout le mois, mais en partant, on partait avec un peu de farine, un peu de thon, on payait ça, et puis le reste, on le partageait. Une part est mise au patron, une part à chaque matelot et une demi-part au mousse. Donc on partageait tout et tu rentrais chez moi. Et alors le souvenir qui m'est resté, c'est que la première, quand j'avais 14 ans,
la première paye que j'avais touchée, j'étais très fier, je rends ça, je ramène ça à mes parents. Oh, tu te rends compte, ça avait payé mes études au collège Saint-Jean-de-Vannes pour tout l'hiver. Ben, c'était pas mal, hein. Mais la deuxième marée, il y avait beaucoup moins et à la fin, il n'y avait presque plus rien. Mais c'était quand même une fierté. Alors mes études, quand j'ai été au collège de Vannes, eh ben, c'était payé avec mes trucs de mousse à l'île de Groix. Ah, ben, j'étais fier, hein. Et puis, ben, on a eu plein d'histoires en mer aussi. On voyait des fois, on n'avait pas la radio, mais à l'île de Groix, on commençait à avoir des postes uniquement récepteurs. Mais on ne pouvait pas émettre. Par contre, les Finistériens, eux, ils avaient des postes où ils pouvaient émettre. Ça fait qu'on les entendait. Et un jour, voilà que ces Finistériens qui ne parlaient qu'en breton entre eux, on écoutait bien quand même, ils disent à tel endroit, il y a un banc de thon, et on est arrivé tous les bateaux de pêche au thon de toute la Bretagne, quoi. À cet endroit-là, on était sur un vaste étang de mer, on était 300 tonniers à se croiser, à se dire bonjour, et on avait pêché ce jour-là 346 thons. Alors que des fois, on pêchait pas. La dernière marée, on pêchait 300 thons dans le mois. Il a 346 à la journée, je ne sais pas si tu vois le truc. Alors il y avait les tongons, ils ramassaient, et le rôle du mousse, lui, c'était de piquer, on avait un picot qu'on appelait ça, un petit bout de bois avec un clou dedans, et on piquait la gargamelle du thon pour le tuer tout de suite dès qu'il arrivait sur le pont. Il nous est arrivé de pêcher des requins aussi, quand on n'avait rien de mieux à faire. Parce que la viande de requin, ça ressemble à la viande de veau et c'est délicieux. Quelquefois aussi, il y avait ce qu'on appelait des peaux bleues. Ça, c'est quand il faisait beau, qu'ils venaient le long du bord. Ils avaient à pêcher une peau bleue une fois qui était longue peut-être de 2 mètres, qui a des ailes sur tous les côtés. Et si tu mets ton doigt dans sa bouche, tu n'as plus de doigt. Ils ont une mâchoire énorme. Ils avaient piqué, coupé tous les ailes de la peau bleue, et il avait refilé à la mer. Pas facile de nager après. Tu vois les sauvages. Et puis autrement, on mangeait du thon, et c'est moi qui faisais la cuisine, évidemment, c'est le mousse. Alors, la première fois que j'avais fait la cuisine, on partait en mer avec un moi, avec une cuve qu'il y avait à l'avant du bateau, et qui faisait 300 litres. Et on avait donc 300 litres d'eau douce, c'est tout. Donc pas question d'aller se laver avec l'eau douce, hein. Et il n'y a rien du tout. Donc on faisait tout à l'eau de mer. Alors l'eau de mer c'est super bien, ça lave vachement bien, mais ça sèche pas avec le sel et tout. C'est un peu embêtant. Puis la première fois que je commence à faire la cuisine, je prends des patates, puis je prends de l'eau douce et je les cuis, quoi. Quoi? Cuire des patates avec l'eau douce, mais ça va pas la tête. Je me suis fait engueuler parce que avec l'eau de mer, ça se fait vachement bien, quoi. Une belle engueulade dès le premier repas, tu vois. Le lendemain, on avait des pâtes, je voulais faire des pâtes. J'ai fait des pâtes à l'eau de mer. Quoi? Des pâtes à l'eau de mer? Ça va pas, c'était pas mangeable. C'est comme ça qu'on apprenait le métier. Et on a appris beaucoup de choses comme ça, hein. Voilà. Puis on revenait à Groix, on vendait ça, il restait 3-4 jours à terre, puis hop, on repartait. La première fois qu'on est arrivé, c'était le 14 juillet, avec les jeunes là. Puis alors il y avait la fête du 14 juillet à Groix, et le 14 juillet ça se passait sur le port, ils venaient à défiler, puis il y avait des courses, les gens se baignaient, ils traversaient le port à la nage, et puis il y avait des courses de canottes et des tas de trucs comme ça. Puis voilà, nous il n'y avait pas de bond, il y a la porte, on se dit, les jeunes ils disent, on va faire une entrée triomphale comme avec tout le monde qu'il y a, là, il n'y a pas de problème, hein. Alors on arrive entre les deux phares de l'île de Groix et toutes les voiles dessus, puis ça allait, puis tout d'un coup, une risée qui arrive, vrou, ah mais les voiles et tout, on n'a pas réussi, on a été filé le bout dehors du bateau dans les chiottes qu'il y avait juste en face. Alors tout l'île rigolait, mais c'était pas réussi comme entrée, quoi, fracassant de ma première marée, aller casser le bout dehors dans les chiottes de l'île de Groix. C'était juste sur le port, parce qu'à l'île de Groix, on faisait ça et ça tombait tout dans le port, là où faisaient les courses à la nage, tu vois.
Mmh. Et puis voilà, puis 4 jours après, ben, on repartait. Il y avait un drame qui est arrivé aussi, mon frère Jojo, qui avait commencé un an plus tôt que moi, lui, nous, en gros, tous les gens de l'équipage, ils dormaient à l'arrière. Et il n'y avait que le plus pauvre des marins et le mousse qui dormait à l'avant, parce qu'à l'avant d'un bateau, il est beaucoup plus secoué qu'à l'arrière, évidemment. Pour dormir, c'est plus difficile. Et mon frère Jojo était à l'avant, évidemment, avec un matelot. Voilà, pas que ce matelot attrape une crise cardiaque et il meurt en pleine mer. Alors, généralement, quand tu meurs en mer, ben, on fait une cérémonie, on jette le cadavre à la mer. Mais là, ils avaient dit, oh bah tant pis, on va rentrer à l'île de Groix quand même pour sa famille et tout. Et voilà que le tonnier revient avec le drapeau en berne. Et nous, il n'y avait pas la radio. Donc on ne savait pas qui était mort dessus. Alors moi et ma famille, on se demandait, mais c'est peut-être notre frère. Et on a suivi le bateau tout la côte pour aller au port pour savoir qui c'était. Et Jojo, lui, il avait passé 3 jours seul à l'avant du bateau à dormir avec un mort. Et quand il est arrivé à Groix, il est resté 3 jours, 4 jours, l'enterrement, refaire le plein et tout le bazar. Et il n'a pas dit un mot, il est reparti en mer comme ça. Il était complètement traumatisé. C'était des événements, hein, il y avait des trucs sympas, mais pas que. Hein. Quand tu vis ça, bah, ça avait été dur pour lui. Ben, il est reparti 4 jours après. Voilà. Oui. C'est comme ça, c'était comme ça la vie. Hein. Mais alors après ça, à l'île de Groix, c'était juste après la guerre. Pour tous les gens comme moi, et disons 90% de la population, tu avais quand même 3 possibilités. C'est A, devenir marin-pêcheur, marin de commerce ou marin de l'État. C'était tout ce métier que tu avais. Il ne faut pas oublier les brillantes études que j'ai faites, au certificat d'études, je suis premier de la classe au point, mais après j'étais à Guidel dans une classe 6e agricole quand même, donc je sais aussi planter les carottes et tout. Puis après j'étais allé au collège à Vannes, mais avec les études que j'avais faites un peu spéciales avant, ben, il y avait plein de matières que je ne savais rien. J'avais jamais fait d'anglais ni rien de tout ça, puis les autres ils avaient fait. Ce qui fait qu'au collège à Vannes, eh ben, en rédaction, j'étais toujours le premier. Et c'est ma rédaction qu'on lisait dans la classe et qu'on faisait pas publier à tout le monde. Et puis, mais les maths, ça marchait très bien. Et puis le reste, j'avais 0. Et quand j'ai été passer le BEPC ici au collège Jules Simon, bah, une sacrée belle aventure, hein, parce que une belle rédaction tout de suite le matin. Après ça, les maths, je vois la feuille comme ça, là. Oh, ben c'est facile, le premier problème, et puis deuxième problème, je réponds tout ça, 20 minutes après c'était fait. Puis un copain et moi, on part, et on est parti en moto, c'est là la première fois que j'ai été à Caen. Puis le soir, on est revenu pour les résultats. Il voilà, monsieur Yann, Jean Baron, et convoqué au bureau des professeurs. Là, il y avait au moins 50 profs là, avec le bureau au-dessus, 3 profs. Oh, ils me disent, monsieur Baron, on ne comprend pas vos trucs parce qu'on vous a mis 19 sur 20 français. Et puis en maths, ben, vous avez répondu au premier problème et à la première question du deuxième problème, et vous avez tout bon. Et vous êtes arrêté là, vous êtes parti 20 minutes après. Ben, j'ai dit oui, ben, c'était fini. Mais comment c'était fini? Ben, vous n'avez pas tourné la page? Ben, j'ai très bien vu que c'était marqué TSVP en bas, mais je croyais que c'était trouvé si vous pouvez. Mais c'est vrai en plus, tu te rends compte? Donc tous les deux, on était partis parce qu'on avait tout fait en 20 minutes. Il y avait 3 heures pour répondre. Ben, nous, on était se promener en moto à Vannes. Mais on n'avait pas tourné la feuille. Alors il rigolait aussi les profs, mais il me dit, ben, vous avez attrapé 68 notes, mais il faut à 90 parce que vous avez 0 ici, 0 là, 0 là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai jamais fait d'anglais ni tout ça. J'avais traduit un mot en anglais quand même, je crois que c'était asphalte, et j'avais dû mettre goudron, tu vois. Donc j'ai dit, moi j'ai jamais fait d'anglais, ben, je suis noté en anglais, mais voilà quoi.
Donc j'étais parti. Et l'année d'après, mon frère Marcel, qui me connaissait bien, qui était revenu, il dit, je pense que Yannick, il n'est pas fraîchement fait pour les études, on pourrait l'inscrire à l'école universelle. Ah bah ça c'est bien, parce que l'école universelle, ça marchait très fort, hein, des études à la maison à l'époque. Et l'avantage que j'avais, c'est que je recevais une enveloppe avec toutes les questions à remplir et une autre enveloppe avec toutes les réponses. Donc j'avais aucun problème pour travailler dans ces conditions-là. Donc ma maman, qui m'aimait beaucoup, comme toute sa famille, elle m'avait trouvé le moyen de m'acheter une bombarde, parce que j'avais réclamé. J'écoutais d'ailleurs la radio du Maroc, où il y avait de la bombarde et tout. Sur la radio du Maroc, il y avait une émission française, et souvent il y avait de la musique bretonne. Alors, du coup, j'ai commencé à apprendre à jouer de la bombarde tout seul à l'île de Groix, et j'allais à la plage, dans les côtes, comme ça, tout seul jouer. Parce que dans le bourg, apprendre à jouer de la bombarde, ça fait du bruit. Hein. Etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la bombarde. Et puis, un jour, quand j'ai su à peu près jouer, voilà qu'il y avait du théâtre au patronage, où ma sœur Annie était actrice et tout. Et puis, on me dit, ah ben, tu pourrais aller jouer un air de bombarde au patronage à l'entracte, quoi. C'était un premier concert que je donnais, dis donc. Alors il y avait peut-être, la salle était archi pleine, et à l'entrée, bon c'est à toi maintenant, tu vas devant le rideau et tu sonnes. Je suis allé et je suis tombé dans les pommes, je n'ai pas pu jouer. Donc c'était mon premier événement. Mais après il y avait Serge Billan qui habitait, le fils du pharmacien, qui était 2 ou 3 ans de plus que moi, et qui faisait des études à Nantes et qui allait au cercle celtique Tréteaux et Terroir. Alors un jour, il me dit, ben, viens avec moi, Tréteaux et Terroir, on va aux fêtes de Cornouailles à Quimper. C'était... et ils allaient, et ils s'arrêtaient à Port-Louis à une soirée comme ça, donc je suis allé avec eux à Port-Louis. On a fait les remparts, on s'est promené là-dessus. Le lendemain, on était fête de Cornouailles, ben, je devais avoir 16 ans, n'importe quoi. Il m'a dit, ben, tu vas porter le drapeau. Et j'ai les photos. Hein. Et le cercle de Tréteaux et Terroir, c'était un cercle français anti-breton qui ne voulait pas entendre parler de Béat, Scandale et tout ça qui se créait à l'époque. Et qui, nous, on portait tous les drapeaux en Bretagne. Personne ne sait pourquoi on porte des drapeaux comme ça. En fait, tous les Celtes portent les drapeaux comme ça, et les Français ils portent les drapeaux comme ça. Mais personne ne sait pourquoi. Mais c'est toujours comme ça. Et le cercle Tréteaux et Terroir, ils voulaient que je porte leur drapeau comme ça. J'ai dit, mais ça ne va pas la tête. Tous les Bretons ils font comme ça. Moi, je ne savais pas pourquoi quand même, mais je ne vais pas faire ça, moi. Donc j'ai refusé de faire ça, et j'ai fait ça, et j'ai été viré tout de suite dès la première sortie. Donc je ne suis pas retourné une deuxième fois avec le cercle Tréteaux et Terroir, tu vois. Parce que ma Jacqueline Hautebert, la patronne, était France Guillaume à bloc. Eh ben, c'était pas mon truc. Hein. Et puis après, j'ai été, comment dirais-je, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. J'ai été mousse à la pêche au thon, j'ai été au collège des Vannes 2 années. Après, j'ai fait une super année, c'était quand j'avais 16 ans, l'été 52. Là, mes parents, au lieu de m'envoyer à la pêche au thon, ils m'ont dit, tu pourrais aller. Il y avait un marin à l'île de Groix qui habitait pas loin de chez nous, à côté de l'église. Il dit, mais moi, je suis sur l'aile Noire et j'ai besoin d'un matelot et d'un mousse avec moi, ou d'un matelot. Il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. J'entends pas. Ben oui, mais ça. Alors, du coup, tu allais parler de l'aile Noire. Donc, l'été 1952, j'avais 16 ans. J'avais été faire 2 marées à la pêche au thon. Et là, la 3e année, un marin du bourg de Groix, me propose à mes parents de me prendre pour aller naviguer avec lui, mais sur le plus beau yacht, on disait yacht à l'époque, de la Trinité-sur-Mer qui s'appelait l'Aile Noire. Le patron, c'était un monsieur de Orléans, qui était sélectionneur pour les Jeux Olympiques, des 6 mètres et tout ça, pour les Jeux Olympiques, tu vois le truc. Et donc me voilà parti passer une saison à la Trinité-sur-Mer, sur un beau bateau, l'aile Noire, qui était connu par tout le monde. Quand on parle à Riguidel de l'aile Noire, oh l'aile Noire, formidable.
Et j'ai fait des courses croisières, une course croisière une fois, départ de Bénodet, tour de l'Île-Dieu et arrivé à Belle-Île. Et en arrivant à Belle-Île, j'ai passé 2 ou 3 jours dans le port de Belle-Île et j'avais d'un côté de mon bateau, l'île Noire, il y avait le bateau de Le Toumelin, qu'on disait que c'était le premier qui avait fait le tour du monde en solitaire et à la voile. Et à ma gauche, j'avais un autre marin de Pornic, que personne ne connaît en Bretagne, qui s'appelait le commandant Bernicot, et qui lui aussi avait fait le tour du monde avant Toumelin, mais personne ne le sait ça, à la voile. Donc j'avais 2 marins qui avaient fait le tour du monde de chaque côté. Tu te rends compte? Avec les Lambert, je passais 3 jours avec eux, là, de Toumelin et Bernicot. Et puis, on a passé un an à se promener en mer, aller à l'île de Groix, à Belle-Île, à Pénodet, tout ça. Que des belles balades, quoi. C'était du tourisme, là. Mais moi, j'étais payé pour faire ça. Et une fois, le commandant, il y avait le Tour de l'Ouest à l'époque. Et le Tour de l'Ouest, il passait à la Trinité. Il m'avait dit, tu veux que je t'emmène suivre le Tour de l'Ouest? Donc j'avais été même quelques heures à suivre le Tour de l'Ouest en voiture, tu vois. Ça mène à tout, la navigation. Ça, c'était en 1952. Après, je suis retourné au collège à Vannes. Et c'est là que mon frère Marcel m'avait dit d'aller à l'école universelle, où j'ai passé un an à Groix à ne rien faire, sauf à apprendre à jouer de la bombarde. Et puis, au bout d'un an, j'avais 19 ans et 2 mois. Moi, aller à la pêche au thon, ça allait, mais l'hiver, sur les pinasses, au moteur, à travailler dans les vagues toute la vie, c'était pas du tout mon truc. Hein. Aller partir à la pêche de commerce, où tu pars 6 mois, comment tu peux militer dans la politique et tout le bazar, tu peux pas non plus. Hein. Donc il ne restait plus que l'État, la Marine nationale française, qui publiait des affiches. C'était marqué dessus comme ça. Engagez-vous dans la marine, vous apprendrez un métier. Donc le 1er janvier 1955, à 19 ans et 2 mois, je suis parti au premier camp de formation qui, à cette époque-là, était à Pont-Réon, à côté de Rennes. Et le 1er janvier 1955, c'était l'année la plus froide connue à l'époque et que l'abbé Pierre a lancé Emmaüs cette année-là tellement il faisait froid, en janvier. Alors on me voit arriver à Pont-Réon et dès les 3 premiers jours ou 5 premiers jours que j'étais à Pont-Réon, je trouve 2 ou 3 copains qui jouaient de la bombarde et on commence à jouer, à faire une équipe de joueurs de bombarde. Puis on commence à nous former. Et puis le matin, là dans les premiers jours, il y a le commandant qui dit qu'il nous met tout en rang comme tous les matins. Qui est-ce qui joue un instrument de musique? Il y a un pas en avant. Alors, il y en a qui disent, vous jouez quoi? Du violon? Vous irez au clairon. De la trompette? Vous irez au clairon. Et vous? De la bombarde à la grosse caisse. Donc j'ai été jouer de la grosse caisse dans la musique parce qu'on répétait 1 heure tous les matins au lieu d'aller nettoyer les chiottes, tu comprends? C'était quand même beaucoup plus valorisant. Et en plus, on avait du café chaud et tout ça, pendant 1h30 le matin, boum, 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 et j'ai la photo, moi en grosse cassette, à la musique de Pont-Réon. On est resté 2 mois là, et là, on sélectionnait les gens selon leur capacité intellectuelle. Il y en avait qu'on disait, tu feras timonier, tu feras mécanicien, tu feras matelot de pont, ou bien alors l'élite, c'était tu feras radio ou tu feras radar. Alors moi, ils m'ont mis radio. C'est pas mal. Donc je suis parti à Pont-Réan, non pas à Pont-Réan, à la Longue-les-Morts, à côté de Hyères, dans un château en pleine nature, près de 3 km de la mer, pendant 6 mois, à apprendre tililit, talala, tililit, en tapant sur ordinateur, parce que c'était le progrès, et on ne devait pas voir les touches. Alors maintenant, tout le monde s'étonne toujours, mais comment tu fais pour taper sur ton ordinateur? Parce que moi je tape, je ne regarde jamais les notes. Je ne regarde jamais les lettres, c'est automatique. Parce que j'ai appris comme ça à transmettre les messages de Morse, la météo et toute l'information des bateaux, comme ça.
Et comme à la météo, comme dans la radio, en plus, je ne sais pas pourquoi, moi, ils me visaient tout le temps, ils m'ont dit, oh mais toi, sur le Maillet Brisé qu'on m'avait embarqué après 6 mois, qui était en construction à Lorient, était en construction, on n'avait même pas de quoi se coucher dessus, on n'avait rien. Donc on était soi-disant embauché sur le Maillet Brisé. Et là, j'ai commencé à apprendre à la bombarde à mon lieutenant de vaisseau, au patron des radios, quoi. Et alors il m'a dit, mais Yannick, t'emmerdes pas ici, va donc jouer aux baguettes de l'NBW. Et donc moi, j'ai jamais été à l'NBW à l'époque, mais tous les sorties qu'ils faisaient, ben, j'allais avec eux jouer de la bombarde et j'ai des photos. Et même quand ils ont tué le bagat de l'NBW la première fois, ben, on l'a relancé. J'ai la première photo de la relance du bagat, on est 14 avec elle, il n'y a pas de batterie. Il n'y a que des bignoux et des cornemuses. Et 6 mois après, on était de nouveau à Lorient, au festival de Lorient. C'était pas le festival de Lorient, c'était la fête de la Duchesse Anne à l'époque. Et ben, on était de nouveau 25, mais on avait relancé le bagat. On avait été faire des fêtes, je me rappelle bien de celle de Cholet. Il y avait une foule énorme, peut-être 50 000 personnes, des confettis recouvraient la route, c'était un carnaval. Et nous, on était complètement bourrés. Alors, dès qu'on arrêtait de sonner, on s'assoyait dans les confettis de la foule des jopis. En avant, debout, tout le monde debout, puis ça repartait. Et une des plus belles fêtes aussi, c'est on avait été au pardon du Bonneau, là, la petite chapelle qui est dans une presqu'île au Bonneau. Et là, c'était une belle fête aussi toute la journée. Et puis, il y avait des concours de tir à la corde avec tous les vieux marins là-bas. Ben, attends, c'est des spécialistes, ils sont bons, hein, costauds. Hein. Et ben, nous, on avait fait une équipe du bagat, ils n'ont jamais gagné. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y en avait qui avaient attaché le bout de notre corde à un poteau téléphonique. Ils avaient beau tirer, ils n'y arrivaient pas, les vieux marins, ils ne comprenaient pas. Hein. Au bout d'un moment, ils ont vu, évidemment. Mais c'était bien quand même. Mais qu'est-ce que c'était beau le pardon du Bonneau. C'est un vrai bonheur. Et puis, ben après le Maillet Brisé, ah oui, comme on n'avait pas de logement sur le Maillet Brisé, moi et les radios, on nous avait envoyés pour séjourner pendant 4 ou 5 mois, tu sais où? Ben, dans la maison de l'amiral de la flotte de Lorient, qui est juste quand tu quittes le port de Lorient, il y a la Port-Louis d'un côté et un château de l'autre côté, qui est la maison de l'amiral de Lorient. Ben, moi, j'étais là. Et quand le Maillet Brisé a été construit et qu'il a été prendre la mer pour la première fois, il y a une tradition qui fait que quand un bateau sort de l'arsenal de Lorient pour la première fois, les cloches de l'église de l'Armor sonnent. Et s'il y a un sonneur sur le bateau, ben lui il sonne aussi, mais sur le bateau. Donc moi j'ai été souvenu de la bombarde quand le Maillet Brisé sortait, et il y avait les cloches de l'Armor en même temps. Rien que des cloches, tu vois, des deux côtés. Et puis quelques mois après, ben, le bateau a été faire son expérimentation et on lui a demandé d'aller faire un voyage qui a démarré en Allemagne, dans le grand port de le long Mont-Vient-Pas-Là, puis après on est parti à Oslo, et après on a fait toute la Norvège par les fjords, je ne sais pas si tu vois, pendant un mois. En arrivant à Bergen, tout ça, à Hammerfest, on était dans la ville la plus haute du monde qui s'appelle Hammerfest. Et après, on est allé jusqu'à l'île aux Ours, qui est une île déserte, mais qui est complètement verglacée, qui est à côté du pôle Nord, tout ça pour voir si les tôles du bateau, elles étaient solides. Et effectivement, la passerelle s'était un peu cassée. Et on est revenu. Et à Hammerfest, je me rappelle d'avoir été au cinéma. Et il y avait un lapon en costume rouge avec son gros chapeau à côté de moi. C'était quand même quelque chose. Hein. Et à Hammerfest, on circulait en ski, parce que la ville était sous la neige, on ne pouvait pas marcher à pied. Hein. Et donc là, je faisais du ski de fond, tous les matelots, tous les marins, on se promenait en ski tout droit comme et après on est revenu ici, et puis on est reparti à Toulon en passant par Porto, Gibraltar, on est allé dans les îles Malte et tout ça, on est remonté, on s'est arrêté à Ajaccio,
Et on est arrivé à Toulon. Et à Toulon, quelques temps après, il y a eu le barrage de Malpasset qui s'est cassé, où il y a eu 300 morts. Alors on était allé devant le barrage, et tout l'eau qui arrivait par Saint-Tropez était toute noire, toute sale, mais enfin on n'a rien fait, mais on était là. Et il y avait eu 300 morts à cet événement-là. Après on est revenu à Toulon, et puis je suis revenu à Lorient, et j'ai rejoué un peu Bagatelle NBA, mais comme ça j'allais simplement le dimanche pour faire la fête avec eux, quoi. Et puis, après j'ai quitté la marine à Marseille, et je me suis installé comme vendeur, parce que j'ai quitté la marine au bout de 5 ans, c'est-à-dire j'avais 23 ans. Je suis rentré le 1er janvier 55, je suis donc sorti le 1er janvier 1960. Je n'avais pas le permis de conduire. Je l'ai passé au mois de décembre dans l'armée pour pouvoir m'installer comme vendeur avec le permis de construire à Marseille. Avec le permis de conduire, pardon. Donc c'était pas évident, je n'avais pas de bagnole non plus, j'avais rien. En fait, j'avais rien. C'est ma sœur Annie qui m'a envoyé un peu d'argent pour pouvoir acheter une vieille bagnole. Et dès que j'ai essayé de la démarrer, eh ben, c'était pour la mener 20 mètres plus loin au garage et la réparer. Et là, j'ai commencé à vendre à Marseille des produits bretons, c'est-à-dire de la charcuterie qui était fabriquée à Binic par le maire de Binic, l'entreprise Rossignol. Et puis quelques années après, j'avais mon secteur tout autour de l'étang de Berre et je vendais 1 tonne de charcuterie, de saucisses, de pâté, de cervelas, tout ça, toutes les semaines. Alors le wagon arrivait à la gare de Marseille à 1h ou 2h du matin. Il était parti le samedi à midi de Binic. Il arrivait là, des wagons comme ça, la gare de marchandises. Et nous, on allait à 4h du matin avec notre voiture. On mettait tous les caisses, on était plusieurs dans le wagon, hein, mais on était nos caisses de nos clients, il y avait l'étiquette dessus dans la voiture, on allait les porter à Martigues, à Châteauneuf-du-Faux, à Machin, à Saint-Chamas, Salon de Provence, au Vitrolles, on faisait tout le tour, et des fois 2 fois le tour. Et à midi, on avait fini de distribuer, parce que les magasins étaient fermés le lundi souvent, on mettait la caisse devant la maison, ou derrière. Puis à midi, on rentrait, puis on allait dormir parce qu'on était un peu fabriqué. Mais j'ai vendu des produits bretons à Marseille, et ça marchait super bien. Hein, parce que la produit breton, la saucisse et tout ça, était très réputé. Puis en plus, il y avait plein de petits commerces. On ne vendait pas dans les supermarchés, il n'y en avait pas à l'époque. C'est venu après, les petits commerces sont morts, mais nous, on vendait plein. Et puis au bout de quelques années, j'ai vendu ma carte à un boucher charcutier, justement un de mes clients qui trouvait ça vachement bien. Puis j'avais vendu très très cher. Et puis voilà. Après, j'ai fait d'autres produits que j'ai vendus. J'ai travaillé dans toute l'Europe. Non, pas dans toute l'Europe, mais dans toute la France. Depuis Épinal, le Nord, beaucoup dans le Sud-Ouest, à Toulouse, à Perpignan, tout ça. Et j'ai vendu des tas de choses, mais en particulier un truc qui marchait très bien. Mais ça, c'était déjà, j'avais dit, je reste 10 ans à Marseille pour gagner des sous, et après je rentre en Bretagne. Donc, en 1970, je suis parti et j'avais dans l'intention de faire quelque chose pour la Bretagne. Donc, on est allé à une maison que tu as beaucoup entendu parler. Il y avait Giscard Gestin qui disent comme ça en français, qui avait fait quelque chose pour la Bretagne. Il avait dit la culture bretonne ça existe, et il avait décidé de construire Tikendal à Saint-Vincent-sur-Ouse là-bas. Et donc moi et puis mon copain qui suivait partout, et Yann Goesdoué, je lui ai dit ben moi tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, je rentre en Bretagne au mois de juillet, c'est prévu. Je gagne plein de sous, mais c'est pas ça la vie. Et je suis allé au comité directeur de Kendal. Et là, il y avait un monsieur, je ne dirais pas son nom par politesse. Tous, ils étaient d'accord pour qu'on prenne la direction de Kendal, sauf ce monsieur-là de Brest, je ne dirais pas son nom par politesse, qui s'est vivement opposé pour des raisons politiques.
J'étais trop breton. Il valait être mieux parti communiste à l'époque. Donc j'ai dit, c'est foutu. C'est foutu. On était venu de Marseille, nous, 1200 km en voiture, c'est une traite. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre, quoi. C'était samedi matin, on avait roulé de la nuit, on va aller au Fesnos quand même. Et puis on est allé à un Fesnos à côté de Glomel. Et dans la salle du Fesnos, à l'époque, tous les Fesnos, il y avait la salle où on dansait, puis il y avait une salle à côté pour les vieux où ils jouaient aux cartes. C'était la tradition. Alors on a été danser un peu, puis après on va jouer dans la salle où les vieux étaient à jouer aux cartes, pour leur dire bonjour et tout. Et puis il y avait Glenmore qui était avec les vieux. Que je vous fais de là, vous? Il faut dire que j'avais fait venir Glenmore à Marseille avant, il avait passé 3 jours chez moi, c'était un copain. Et il avait une page entière dans le journal de Marseille et tout, et il avait chanté dans la plus grande salle de Marseille, à Saint-Victor et tout, c'était incroyable. Et une petite anecdote de Marseille, son manager à l'époque, qui l'engueulait toute la journée, il m'avait dit, tu sais, il est vachement orgueilleux, fais gaffe. Alors j'avais organisé son voyage, j'avais mis des affiches de Glenmore du concert, tous les routes où il allait, jusqu'à chez moi, et tous les routes jusqu'au concert. Donc il était content parce que je voyais partout, tu vois. Puis il était venu passer 3 jours chez moi, on avait eu du goût, et il avait chanté, la salle était pleine, c'était absolument magnifique. Donc après, forcément, il nous reconnaît. On a dit, on est venu à Saint-Vincent-sur-Ouse, on espérait qu'ils nous prendraient peut-être pour gérer la maison. Ils n'ont pas voulu de nous. Bande de cons! Mais il y a un Ménescom là qui est à côté. Ménescom, il y avait 5-6 ans que Pierre Lemoine et tout avait essayé de le monter. Il y avait des Flamands et tout ça qui étaient venus commencer des travaux. Puis ils avaient arrêté parce que personne ne suivait. Dis donc, après le Fesnos, on dit, on va aller voir comment c'est. Et puis on est allé à Spézet voir Ménescom. L'horreur la plus totale. La moitié du toit était tombée. Il y avait de la fougère dans le grand salon. Et devant, c'était la boue et tout. Et puis il y avait M. Guilladère, la petite ferme à côté, qui m'a dit bonjour et tout. Tu te rends compte, dire à nos femmes avec les enfants et tout ça, de venir là, dans des conditions pareilles, mais ils ne vont jamais vouloir. On avait décidé, on va attendre un peu, on viendra avec le beau temps pour leur montrer. Alors on est rentré, on leur a expliqué, on aimerait bien lancer ça et tout. On n'avait pas le sou, pas une subvention, rien du tout. Et puis, si vous voulez, au mois de mai, vous venez avec nous, on va aller le voir. Donc on est venu le 1er mai. Ce jour-là, il neigeait. Ils ont accepté, on se demande comment. Mais avant qu'elles arrivent, entre le mois de mai et le mois de juin, avec Pierre Lemoine, qui était un des grands architectes, et des entreprises, dont l'entreprise Roux, qui était venue maire de Carhaix après, et tout ça, on a refait la toiture, évidemment, une partie de la toiture, qu'on a refait totalement après ensuite et tout ça, et puis apporter de l'eau, parce qu'on n'avait qu'un puits. Mais comme on allait avoir 50 personnes, il fallait faire venir de l'eau depuis tout l'Aéron. Puis il faut savoir le lieu, comme un Ménescamp, ça veut dire montagne tordue. Et juste en face de la route, de l'autre côté sur la montagne, c'est tout l'Aéron, le trou des voleurs. Je ne sais pas si tu vois. Et là, la comtesse... propriétaire du château qu'il avait mis à disposition du mouvement breton, elle avait fait installer une statue de la Sainte Vierge dans les bois, au fond des bois là-bas, pour désamorcer les mauvaises rencontres qu'il y avait là. Et il y en avait des mauvaises rencontres. La preuve, par exemple, mon ami le peintre, plus grand peintre de Bretagne encore actuel, le Nost, avec Glenmore et tout ça, il était venu là avant nous, et la fiancée de Le Nost était morte quelques jours après. Bon, aucun rapport avec les deux. En attendant, quand tu fais l'histoire et que tu vois tous les drames qui sont passés là et tout ça, et nous on arrive là, alors déjà, ça s'appelait Ménescamp, K-A-M-P. C'était écrit comme ça, et moi ça ne me plaisait pas du tout, ça faisait penser à Mein Kampf. Ben oui. Alors j'avais été à la paroisse de Spézet, fouiller les archives, et j'avais trouvé que vers 1600, ça s'écrivait Ménescam, K-A-M, et j'avais compris que c'était montagne tordue. Donc on avait changé le nom, et Ménescam, sans P, c'était quand même plus joli, quoi, tu vois.
Et puis, Ménescom a eu une... Mais moi, je n'avais pas réussi à vendre toutes mes affaires de Marseille. Ça fait que pendant 2 ans, entre 70 et 72, on gérait bénévolement Ménescom. On avait quand même notre logement. Et puis les dimanches et les jours de vacances, les femmes faisaient la cuisine et tout, et on mangeait gratuitement, mais on n'était pas payé. Donc j'allais à Marseille. J'ai été peut-être 50 fois à Marseille. En fait, j'allais passer 10 jours à Marseille, vendre tous mes produits, puis je rentrais, je restais 10 jours à Médiscamp, quoi. Mais 1200 km. Je terminais, je partais le dimanche en général et je finissais le mardi suivant, 10 jours après. Et vers 4 heures de l'après-midi, je prenais ma voiture et d'une seule traite, j'allais à Médiscamp. Il y avait la voie express entre Marseille et Lyon, c'est tout, et une station-service à Lyon. Après, il n'y avait plus d'autoroute ni de voie express, que des petites routes normales comme ça. Et il y avait une autre station-service qui restait ouverte à Châteauroux. Donc je descendais encore une fois de la voiture pour faire le plein. Et j'arrivais 13h15 quand il faisait beau, 13h03 quand il pleuvait. Ensuite, à Ménescombe, les jambes tremblaient. Et je me demande comment je ne me suis pas cassé la gueule. Je fais 50 fois l'aller-retour, 1200 km d'une traite. C'est fou. Eh bien, j'ai pas cassé. Mais alors, je restais une journée dormir, et puis hop, ça repartit pour un tour. Et c'était une sacrée vie à Ménescamp. Et pendant 2 ans, j'ai été comme ça, je travaillais à Marseille, et après, j'ai vendu tout à Marseille. J'ai lancé une première entreprise de cheminée à Lorient, rue 72 rue Maréchal Foch, je crois, à côté de la Liberté du Morbihan et des Halles de Lorient actuelles. Et puis après, j'ai créé des entreprises de cheminée un petit peu dans toute la Bretagne, à Quimper, à Guingamp, à Saint-Malo. Et j'avais embauché aussi 2 mecs qui étaient du FLB avant. Et alors, j'avais beaucoup de copains qui étaient un peu FLB. Et puis on commençait à faire des grèves de la faim, tout ça. Et voilà que j'étais très suivi, quoi. Hein. Tu vois ce que j'étais. Alors moi, j'ai jamais été du FLB, mais je m'occupais avec Pierre Loquet, qui avait été mis en prison à Paris, 6 mois, et il était malade à la prison. Là, on avait organisé, mais moi, comme je sortais déjà d'une première grève de la faim, on avait organisé une deuxième à l'église Saint-Louis. Et c'est Kivigère, Bertrand Kivigère, qui est toujours à Lorient, qu'on voit quelquefois dans les manifs, et un ou 2 copains, qui est le curé archeviste de l'église Saint-Louis, j'avais dit, mais venez chez moi, je vous mets dans la crypte en bas, et on a fait la grève de la faim. Et là, il y a l'extrême gauche, avec le GAL, 800 personnes qui manifestaient à ce moment-là. Il dit, mais nous, on est d'accord avec vous, ça fait qu'on avait 800 personnes à manifester sur la place Saint-Louis. C'est un grand succès. Et quand le GAL, Yann Fouéré, tout ça, ils ont tous été envoyés en prison à Paris, à la prison de la Santé, moi j'allais les voir là-bas. Et alors une petite anecdote assez rigolote aussi, la première fois que je vais voir Fouéré et puis le GAL, un gars d'extrême gauche de Lorient, à la prison de la Santé, il fallait que j'ai une autorisation des flics, et les flics ils étaient dans un petit village au nord de Paris à 50 km. Moi j'arrive de Lorient. Alors j'avais de la journée, je voulais faire la... Hein, alors je dois aller là-bas, puis je dis aux gendarmes, je dis quand même, moi je comptais aller voir en fin de matinée les gens, puis rentrer ce soir et tout, traverser Paris, j'en ai pour la journée et tout, ça va pas. Oh c'est pas grave, monsieur Baron. Et ils m'ont mis un motard de ma voiture, un motard derrière, et on est arrivé une demi-heure après. Tu te rends compte? Entouré par 2 motards pour arriver à la prison de la Santé à toute vitesse. Alors j'ai été les voir, puis je suis rentré le soir à Marseille. C'est pas mal. Hein. Puis après ça, j'ai connu une dame, peu après. C'est une dame qui venait des Ardennes, elle avait vécu au Maroc, elle avait fait des études d'art à Tours, elle avait travaillé un peu à Paris, voilà qu'elle arrive à Vannes.
Et voilà que par un certain nombre de trucs que je ne raconterai pas pour la télévision, elle vient me voir et elle part faire une colonie de vacances dans l'Est et puis après elle revient. Ben, c'est un bon signe hein, qu'elle revient me voir. On a été au Festival de Lorient. Et juste au moment où je reviens de voir, moi les flics ils m'arrêtent, ils m'envoient en prison. Il fallait quand même du courage pour persévérer dans des conditions pareilles. Ils étaient venus m'arrêter avec 6 ou 7 autres qui étaient soupçonnés de piendre et tout ça. Puis ils m'avaient envoyé tambour battant avec des voitures qui roulent avec des phares dans une caserne à Rennes pour nous interroger. C'était juste après que un jeune s'était fait, qui s'appelait Kernal-Egen, s'était fait tuer à Châteaulin, était tué par sa bombe à Châteaulin parce qu'il avait été mettre une bombe, parce qu'il construisait une caserne à cette époque-là à Châteaulin et on ne voulait pas de la caserne personne, donc lui il avait été mettre une bombe au pied de la maison qui était prévue pour le commandant. Mais la maison était vide. Or, quand il a été mis de la montre, il s'aperçoit que le commandant était venu plus tôt que prévu. On lui a dit ça quand il est retourné à Quimper. Alors, il est retourné, avec sa copine d'ailleurs, retirer la bombe pour ne pas tuer le commandant. Et la bombe lui a pété et c'est lui qui est mort. Et j'ai été à son enterrement à Carfintin, évidemment, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait aussi beaucoup de flics. Hein. Alors après tout ça, tu vois, voilà qui m'envoie moi à la caserne là-bas. Et là, ben, justement, cette jeune fille-là, c'était l'horreur la plus totale. Parce que moi, j'étais dans un grand dortoir. Il y avait Puyon d'un bout du dortoir dans un lit et moi à l'autre bout. Et on avait un flic 24 heures, la lumière 24 heures, et un flic au pied de notre lit pendant tous les 24 heures. Le mien il était bourré en permanence. Mais bon, c'est un petit détail ça. Et puis on s'emmerdait un peu. Par contre, on entendait les interviews et la fille qui accompagnait Kernal-Egen, eh ben, ils l'ont maltraité, lui poser des questions, lui montrer les photos de son copain déchiqueté et tout ça. Elle pleurait et tout. C'était atroce. Alors là, Yann Puyante et moi, c'est bien chanté. Donc on a dit ce qu'on debout, puis tous les autres qui étaient dans les dortoirs d'à côté, ben on a tous chanté pour mettre de l'ambiance. C'est pas mal. Puis 2 nuits après, ils m'ont dit, ben, je ne sais même pas si j'étais interrogé. Mais ils m'ont dit, ben, on ne trouve rien contre vous. Ils me ramènent à la gare de Rennes. Je dis, vous m'avez envoyé en voiture ici et vous ne me ramenez pas à Lorient. Ah ben, on va vous payer un café, mais vous vous démerdez. Donc j'ai bu un café à la gare de Rennes et je suis rentré en train. Ou en voiture, en stop, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Et c'était quand même des sacrées aventures. Hein. En fait, je fréquentais Squazelvrez et tout ça, Pierre Loquet, tous ceux qui soutenaient les familles des gens qui étaient mis en prison, mais pas le FLB lui-même. Mais bon, c'est parfois beaucoup les mêmes gens. Hein. Non, dans le comité de Lorient, c'était assez incroyable parce que on avait une partie que j'ai oubliée. J'avais commencé à dire que quand je suis allé à Pont-Royal, on avait commencé tout de suite à jouer à la bombarde. À la Londe des Morts, on était 5 ou 6. Et quand on est allé 6 mois après à Toulon avec le maillet brisé, ben là, on a constitué une équipe de 7 marins de Toulon. Et l'amicale des Bretons de Toulon ne nous plaisait pas du tout parce que c'était des Fransquillons. Alors on leur avait dit, on va aller à Marseille. Dans notre équipe, il y avait Paul Berdelot, qui a été pendant 20 ans secrétaire de Kendall Paris. Il y avait Dupré, qui était un type formidable, qui est un cuisinier, lui. Il faisait cuisine des officiers du porte-avions Lafayette et il leur mettait le journal L'Avenir de la Bretagne à lire. Tu vois. Il y avait, on peut dire son nom maintenant, Michel de Landivinac, qui était lieutenant de vaisseau, breton à bloc. Même quand il est arrivé à Lorient, il a été directeur patron de l'école des fusiliers marins de Lorient
en même temps que moi, que j'étais à Quennebert. Et on allait faire des camps très forts. Et la police militaire était venue l'arrêter à Garland, où on était dans un château de la comtesse de Rohan, pas le comte actuel, hein, sa sœur qui était très bretonne, elle lui avait prêté un château de Garland dans la forêt. Et on avait fait un score avec Yann Schoenveillard qui était avec nous. L'UDB était créé juste à ce moment-là. Et le lieutenant de vaisseau, et les flics sont venus, la police militaire est venue l'arrêter dans le camp. Et les flics de la police militaire, le chef de l'amiral de Brest, lui a dit, écoute, il ne faut pas faire des trucs comme ça quand même, ça va pas, mais bon, t'auras rien, on ne te fait rien, mais recommence pas quoi. Mais il n'y a eu aucune punition, rien du tout. Puis après, je te dis, il est devenu chef des fusils marins de l'Orient, de l'école. C'était rigolo. Hein. Puis on était copains, et on était CS Saint-Jaffré de Landol, très sérieux, lui, sonneur simplement. Et on est allé à Toulon, non, à Marseille, on a rentré au Cercle Celtique de Brest, qu'on a rénové, qu'on a fait plein de trucs. J'ai fait une section du MOB, j'ai fait des festivals ultra importants en faisant venir Steve Vell, le chanteur Marty Occitan, la chorale du bout du monde, la cantate du bout du monde la première fois avec un orchestre symphonique à Marseille, tous les grands peintres, je te dis ça, c'était incroyable, des concours de sonneurs, c'était incroyable ce qu'on faisait. Et des expositions avec le Nost et tout ça. On avait commencé à Lambesc, c'est Jojo, mon frère Jojo qui avait fait le premier festival. Et moi j'avais continué à Salon de Provence. Et le spectacle l'après-midi, c'était sur un stade avec 5000 personnes. Et après, quand les flics viennent me voir à Lorient 20 ans après, vous ramassiez à Lambesc de l'argent pour le FLB. J'ai dit, c'est complètement faux. Mettez de l'ordre dans vos archives. On avait un stand pour Squazelvreis, mais pas pour le FLB. C'est pas pareil. En plus de festival, juste à côté, il y avait le préfet des Bouches-du-Rhône et le commandant de l'armée. Et un stand de Squazelvreis, il fallait le faire quand même. Hein. Et tout ça, toujours plein d'aventures comme ça. Puis après, on a continué à Ménescan, c'était une aventure énorme. On a fait venir des Basques, tous les meilleurs Basques, Benito et tout ça, qui était le Stivel des Pays Basques Sud. Et puis tous les spectacles avaient un succès énorme. Il y avait, je me rappelle des trucs, par exemple, la MJC de Quimper, qui vient nous voir pour qu'on leur explique comment on faisait pour que nous, tous nos spectacles étaient pleins. Et quelquefois, j'ai fait un fest-day plutôt. On les faisait un petit peu partout parce que c'était trop petit, Ménescan. Et on avait loué le gymnase de Gourin et on avait eu 1852 entrées payantes. Je ne sais pas si tu vois, plus nous tous qui ne payons pas. On avait fait un groupe de chanteurs, les frères Lochmec de Kerblues. Le seul groupe qui ne chante pas pour l'argent, mais pour la bière. C'était le slogan. Et tu avais Nono dedans. Nono a fait sa première exposition là. Et puis des gens comme Guy Cor et tout ça. On avait des chanteurs excellents comme la Discande. Et nous, on était 5 ou 6 ou 7 ou 8. Puis quand on montait 5 ou 6 sur la scène en disant « Ceux qui veulent venir chanter avec nous, viennent !» Et on se retrouvait à 12 ou 15 à chanter à tous les coups. Mais le noyau était des excellents chanteurs, hein, et on faisait un tabac. On a fait un double album, double 33 tours que j'ai en bas. J'avais fait un disque d'orgue aussi à Marseille, à la basilique Saint-Victor. Et puis, c'est incroyable ce qu'on a pu faire. Après aussi. Et quoi encore? Ah oui, un petit détail comme ça, c'est que quand j'ai quitté la marine à 23 ans, et puis mes 57 ans, j'ai jamais été payé par personne d'autre que par moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été à mon compte, agent commercial, représentant de commerce, chef d'entreprise, tout ce que tu veux, mais c'est toujours moi qui me faisais mes bulletins de paye. J'ai jamais été le salarié de personne. C'est sans doute un trait de caractère, sait-on jamais.
Mais à 57 ans, j'avais assez de trimestres déjà pour avoir ma pension de 60 ans, puisque j'ai jamais été au chômage. Ce qui fait que j'ai été pendant 2 ans, un truc comme ça, à l'association Images et Son à Lorient, qui était dirigée par un prêtre qui était vicaire à Pleumeur et qui est maintenant curé de Beau, qui était super sympa, super breton, et on faisait des vidéos et des tas de trucs comme ça, et je faisais un mi-temps, je crois, secrétaire ou un truc comme ça, et là on a fait des vidéos pour des One, pour des US, pour des Une, et plein de trucs comme ça, et quand le pape est venu en Bretagne, c'est nous qui avons fait la vidéo pour le voyage du pape, et le voyage du pape, ça avait été quand même une aventure absolument extraordinaire, parce que quand on pense que 7 ans avant que Jean-Paul II vienne à Sainte-Anne-d'Auray, j'avais écrit à l'évêque de Vannes, Monseigneur Boussard à l'époque, en lui disant ceci, avec un peu d'humour comme tout le temps. Le pape est déjà venu 4 fois en France, il n'y a plus que la Lozère, dont normalement il va venir en Bretagne après. Alors, il me répond, et j'ai toutes les lettres évidemment, une lettre totalement de lapin, Monsieur Baron, le pape ne viendra jamais en Bretagne, pour des raisons politiques. Or, le pape, il avait décidé de venir en Bretagne. Et on nous annonce, le pape va venir en Bretagne. Alors, évidemment, moi je remonte au créneau, et puis les évêques bretons, sous la pression des préfets, ben, ils organisent un voyage où le pape devait arriver d'abord à Paris, pour Clovis, mais ça ne regarde pas nous Clovis, on n'était pas en France. Alors on commence à gueuler. Après ils disent, ben, quand il viendra en Bretagne, il viendra à l'aéroport de Lembiway. Alors Jean-Yves Causan, qui était un copain aussi, il avait déjà commandé tous les Grenadiers pour mettre tout le long de la voie express, tu vois. Mais il y avait tous les antipapes qui commencent à se lever, dont mon copain, dont je ne dirai pas le nom maintenant, mais qui est toujours mon copain, et un autre Français qui commence à organiser des manifs, et qui disent on va faire une manif à Lorient. Et moi je m'arrange avec Stivell, je lance un comité où on était 4 à Pontivy pour lancer le comité quand même, hein, et après on était 800 personnes, tout le monde a adhéré, que ce soit... je sais pas moi, le directeur de la chambre de commerce, le père Denès, soit Alan Stivell, et on s'arrange avec Alan Stivell et on dit, bah, s'ils font leur connerie avec Clovis et que c'est pas un truc breton ici, bah, Stivell avait pris contact avec la mairie d'Auray pour louer le stade. Et on faisait un contre-accueil. Tout était organisé. Hein. Et moi j'écrivais ça aux évêques, bah, si vous continuez vos conneries. Et coup de chance énorme, je dis souvent, que Dieu, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Alors on était dans la maison qui est là un dimanche après-midi, puis je reçois un coup de fil. Monsieur Baron, j'ai vu le comité que vous faites et tout ça, je suis un professeur de philosophie à Dijon, mais je tiens à vous dire que je suis complètement d'accord avec vous, je connais un peu la Bretagne parce que j'ai fait des études à Rennes avant. Et je tiens à vous dire que mon épouse est la filleule de Jean-Paul II. Hein, c'est incroyable. Hein. Et donc, si vous voulez écrire à Jean-Paul II directement, ben, vous m'envoyez la lettre et il aura lui-même, sans passer par des services. Ben, évidemment, tu dois le calaver, c'est moi, on fait une belle lettre, on lui écrit, voilà, si vous faites ça, vous aurez 20 000 personnes à Lorient, mais elle m'a manifesté contre vous. Et ta. Et puis par contre, nous savons que votre volonté c'est de venir en Bretagne, pas à Paris, Clovis n'a rien à voir avec la Bretagne, etc. Et tout était dans la presse, le voyage était prévu, hein, tout organisé, je te dis, les drapeaux sur l'autoroute. 8 jours après, le pape il fait tout changer, il arrive à Tours au lieu d'arriver à Paris. Je lui avais envoyé un livre en langue bretonne de M. Montfort, dans lequel il avait pris sa devise « Tous pour un ». C'était un Breton qui avait créé sa devise. Et il a fait changer tout. Il dit « Mais moi, c'est en Bretagne que je veux aller ». Il a fait des déclarations. Il y a un cardinal qui était venu à Saint-Malo qui dit « Mais le pape, c'est en Bretagne qu'il faut venir ».
Et du coup, les évêques, et voilà, là, toujours dans la maison là, un samedi matin, je reçois un coup de fil. Ici, le secrétaire de l'évêché, Monseigneur Gourvet, il voudrait vous rencontrer, venir manger chez vous. Ben, j'ai dit, ça fait 7 ans que je l'invite, il ne vient jamais. C'est trop tard, maintenant on a un comité, c'est le comité qu'il faut voir. Oh, ben oui, oh, ben, j'ai dit, c'est trop tard, maintenant il rencontre notre comité. Et puis, 2 heures après, le secrétaire, il me téléphone, vous n'allez pas faire ça, quand même, il veut venir. Ben, je dis, ben, tant pis, il n'a qu'à venir ici. Et donc, il est venu manger là, Monseigneur Gauvès, pour remettre de l'ordre dans la maison. Alors, il arrive, et puis, il y avait une petite fille à la maison. Et puis, forcément, les évêques, souvent, quand ils avaient une petite fille, ils viennent avec des images. Puis, il offre une image à la petite fille qui était là. Puis quand il regarde l'image, c'était une image de Clovis. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Il la ramasse. Moi, il faut dire que je suis un peu militant. J'avais organisé un petit peu la soirée aussi. C'est-à-dire, j'avais téléphoné à un certain nombre de gens, dont des copains de Monseigneur Gauvers, comme le maire de Pédernec à l'époque, qui était très célèbre à l'époque. Et je leur avais dit, ben, écoutez, ton copain Gorvès, il sera chez nous à manger de 8h du soir à 11h peut-être, ben, tu as qu'à me téléphoner à ce moment-là. Et donc, pendant que l'évêque était à table, le téléphone n'arrêtait pas de sonner en disant, Yannick, je voulais te dire, je suis d'accord avec toi, ben, qui tu es? Oh ben, je suis le maire de Pédernec. Oh ben, alors tu vois le truc. Alors à la fin, vers 10h du soir, bah, on avait parlé de tout, sauf de ça, tu vois. Bah, faut qu'on parle quand même de ce proportionnel-là qui dit Monseigneur Gauvès. Bah, je dis oui, moi je veux bien, moi. Alors il sort une liste comme ça, c'était la liste des membres du comité, tu vois. Il y en avait 800 quand même. Et celui-là, Monsieur Jiquel, directeur de la chambre de commerce, il a adhéré à votre truc? Ben, je dis oui, pourquoi? Pourquoi il n'adhérait pas? Ah, ça alors. Et Père des Neiges, il a adhéré aussi? Ben, je dis oui, quoi? Il est chrétien? Ben, je sais pas, moi j'ai pas demandé. Hein. Et puis tout ça, ben, j'ai dit, mais c'est tout le monde, Monseigneur, qui veut ça. Je dis, c'est pas Monseigneur, je dis, mon père, mais il n'y a que vous qui voulez faire un truc politique pour faire plaisir au préfet, mais tout le monde veut que ce soit comme ça. Alors il avait été quand même vraiment surpris. Après, il a fait des réunions dans tous les évêchés, tous les évêchés, il les a réunis un par un, 5 ou 6 réunions, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, on a fait un comité commun qui a tout dirigé, et donc on était 14 qui se réunissaient à Sainte-Anne-d'Auray, et 7 de mon comité à moi, dont Jean-Jacques Monnier, et Pierre Lemoine, et des gens comme ça, et puis 7 de Jean Bonérien, et puis 7 de leur côté à eux, et en fait on mangeait ensemble, on fait la fête, et puis la première fois ils disent, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils s'attendaient à ce qu'on dit tout en breton. Ben, j'ai dit, on va d'abord faire 3 conférences avant que le pape y vienne. Ah bon? Ben, on va dire une conférence sur le pape et les minorités. Ah ben oui. Et une conférence sur le pape et comment dirais-je, l'enseignement social de l'Église. 3 trucs qui s'attendaient absolument pas. Et on a fait une à Saint-Guen, une à Auray, une à Lorient, c'était plein partout. Et là, l'image de Jean-Paul II, qui était très mauvaise dans l'opinion, a changé. Et autre chose étonnante, c'est que les manifestants de Lorient voulaient toujours manifester. Mais voilà-t-il pas qu'un des 2 responsables est arrêté 8 jours avant dans l'Est de la France pour pédophilie. Alors là, ça les a foutus par terre et puis il n'y a plus eu de manif. et puis le pape, ben, c'est devenu super breton. Il y a 5 filles et garçons des 3 filières bilingues et des 5 départements qui sont montés, accompagnés par une dame, pour lui offrir des fleurs et des petits cadeaux. Et puis on a chanté plein de chants bretons, et puis on a fait un fest-noz, et puis Brocos Mazadou, et puis tout le bazar. Mais, en plein milieu de la cérémonie, au moment où les gens montaient l'escalier pour faire des cadeaux, ben, on envoie 10 flics pour m'arrêter moi, 5 du GIGN, dont le patron du GIGN de France, c'est quand même bien, hein, et 5 flics d'ici qui viennent m'arrêter en plein devant tout le monde. Parce que
on devait sonner avec des baguettes et tout sur le petit podium qui était à côté du grand podium. Et dans la première partie, ils avaient mis les séminaristes là-dessus. Et les séminaristes, c'était aller donner la communion. Mais ils étaient partis en laissant leurs chaises, avec le baguette et le cercle celtique et tout, et les chanteurs, la chorale qui était là, les enfants de D1 et tout. Ben, il fallait bien enlever les chaises. Donc je me suis déplacé lentement pour enlever les chaises. Et j'ai dit, ça y est, il va mettre une bombe. Et ils sont venus m'arrêter là, mais alors le père Dorin, qui était le patron, qui était un copain, j'ai dit, mais laissez Yannick tranquille, ne voyez pas ce qu'il va faire, il va enlever les chaises et puis c'est tout, et puis il m'a relâché. Et j'ai eu les photos après, mais pas par l'évêché, parce qu'ils étaient cachés. Et je les ai eus directement par le Vatican. Tu vois comment c'est la vie? Mais c'est toujours comme ça, mais si tu fais plein de choses sérieuses, bien faites, tu n'as pas besoin d'être nombreux, mais si tu les ajoutes un peu d'humour dans tout, bah peux faire des trucs pas possibles. Puis il y a aussi tous les épisodes de Grève de la faim quand même, parce que là c'était autre chose. Hein. Parce que la première que j'ai faite, c'était à Lorient, 34 jours, mais c'était pas du tout pour un motif breton, c'était pour une affaire de garde d'enfants. Après ça, il y a une deuxième que j'ai organisée donc à l'église de Saint-Louis. Puis après ça, il y a en 90 une troisième que j'ai faite à Vannes ici, 38 jours. Mais là aussi, c'est la chance incroyable. Ma première grève de la faim à Lorient, ben, j'annonce ça dans les journaux, il y avait un comité de soutien et tout le bazar. Puis il y a un monsieur qui vient me voir. Puis il dit, ben, moi je suis de Lorient. Je ne sais pas pourquoi vous faites de la grève de la faim, mais j'ai voulu venir vous rencontrer quand même pour vous expliquer comment ça fonctionne ces trucs-là, parce que moi je me suis, comment dirais-je, soigné un cancer de la tête par la grève de la faim. Et depuis, il avait une maison à côté de Pleumeur où il apprenait aux gens à pas manger beaucoup, à tout ça pendant des années. Hein. Et il est venu, il m'a expliqué tout, il m'a dit une grève de la faim, ça se passe absolument pas là, ça se passe là. Première chose, vous devez être, vous, convaincu. Ça n'a rien à voir. Deuxièmement, si vous faites une grève de la faim, il ne faut pas être maigre. Alors il m'avait tout expliqué que quand vous faites une grève de la faim et que vous perdez, disons dans les 3 premières semaines, 80% de la graisse, 50% des nerfs et des muscles, mais que 2 ou 3% du foie. Donc, en fait, tu perds d'abord tout l'inessentiel, et l'essentiel ne souffre pas beaucoup si tu as le moral. Et si tu bois, il faut boire beaucoup, mais manger, tu as faim un peu les 3 premiers jours, mais après tu n'as plus faim, c'est pas un effort. Hein. Mais par contre, il faut boire, sans ça, si tu bois, tu bois pas, tu meurs vite, quoi. Hein. Et après ça, il y a peu de temps avant, il y avait quand même les 9 Irlandais du Nord qui avaient fait la grève de la faim. Tout le monde se rappelle de Bobby Sands, mais moi j'avais suivi ça de très 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 près. Bobby Sands, c'était le dernier. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel et d'incroyable, c'est que c'était 9 jeunes du même âge. Ils étaient tous dans la même prison. Ils avaient tous entre 25 et 30 ans, quoi. Ils étaient tous dans la même prison, dans les mêmes conditions. Ils n'avaient pas de lit, ils dormaient par terre, c'était l'horreur. Et il y a un premier qui a fait la grève de la faim, puis un deuxième après, un troisième, et les 8 premiers sont morts. Mais il y en a un qui a duré que 27 jours, et un autre 97 jours. Alors tu vois que même pour des hommes de la même condition, le même machin, et ils n'avaient peut-être pas le même emballage, et ben la différence entre le jour de la mort et tout est sacré écart quand même. Hein. Et c'était à la même époque, alors la grève de la faim c'était très à la mode. Il y a un truc que les militants bretons ont habitué, mais il y avait plein de grèves de la faim en Bretagne. Moi j'ai fait la grève de la faim avec un Tanguy-Loire à Quimper. Il y en a eu à Rennes, il y en a eu, j'en ai lancé une à Quimper avec 2 de mes copains d'Oran, allé à la librairie qui est en face de la cathédrale, et après on était 15, et c'est le diocèse qui nous avait donné un local du diocèse un peu plus loin. Et on a fait une manifestation où il y a des jeunes filles de Saint-Guen qui marchent devant, et il y avait 1000 ou 2000 personnes.
Donc à l'époque, c'était un moyen d'action très fort et qui reste vivant pour que les militants auront envie de se battre. Mais c'est pas moi, maintenant c'est fini. Mais ça fait beaucoup de choses. Et puis maintenant, après, j'ai créé, il y a peut-être une dizaine d'années, un autre truc, une ONG qui s'appelle Braise Impact. On était 3 à la créer à l'Institut de Locarno. Il y avait Jean-Pierre Lemat, Lavanant, qui vient de m'envoyer un chèque aujourd'hui encore, et puis moi. Puis on a fait tout le plan, je ne sais pas combien, 52 mesures, je crois, qui portent sur tout l'économie, l'écologie, l'enseignement et tout le bazar. Il n'y a pas un point qui est changé. Et on a décidé de fonctionner différemment de tous les autres. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une association, bien qu'on ait le statut associatif, puisque c'est obligatoire. Mais on fonctionne comme une ONG, c'est-à-dire on ne demande pas de cotisation. Les dirigeants, ce sont ceux qui bossent. Du moment qu'un qui bosse, comme Yvon Olivier maintenant, ou bien d'autres, il est automatiquement à la direction. Il n'y a pas besoin de voter ni de rien demander. Troisièmement, quand on a besoin de sous, on a obtenu le droit d'avoir 66%, un des premiers d'ailleurs à le faire. Ça n'a pas été complètement simple, mais on l'a eu. Quand on a besoin de sous, on envoie un mail à tout le monde. C'est Anne-Édith Poilvet qui fait ça. C'est Gaël Skiban qui envoie les papiers à 800 personnes qui ont donné leur accord. Puis tous ceux qui veulent des sous, alors il y en a qui envoient 20 euros, et puis d'autres qui envoient 3000 euros. Puis on leur dit pourquoi faire. Et ça fonctionne très bien. Cette année était très spéciale parce qu'on avait lancé au début de l'année un appel, on n'a eu aucune réponse. Et on a lancé un deuxième appel en fin d'année ici, et là on a 11 000 euros sur le compte. Ce matin j'ai reçu un chèque de 200 euros encore, je peux te le montrer. Et donc, quand on fait appel au peuple pour des choses sérieuses, ça fonctionne. Et puis, ça c'est pour les affaires bretonnes, mais pour d'autres affaires, ça marche aussi. Il ne faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat quand il faut. J'ai été avec Jean-Pierre Lemat au Conseil de l'Europe, j'étais à Bruxelles, j'étais à Strasbourg plusieurs fois, j'étais à la mairie, dans tous les bâtiments du Parlement européen, mais aussi à la mairie de Strasbourg. J'ai été au ministère de la Culture ici et tout ça. À chaque fois, on est bien sûr, on leur explique des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils font après, mais l'Europe, quand même, elle est beaucoup de notre côté maintenant. Et par contre, ce qui ne va pas du tout en France maintenant, pour terminer avec tout ça, c'est vraiment le formatage de l'opinion, qui est l'horreur la plus totale. Ainsi, je pourrais te montrer des documents tout frais de cette semaine. Un que j'ai tiré hier, que plein de responsables, une députée communiste, et plein de responsables de toutes les organisations CGT, dont certaines dont je suis membre, qui ont piqué plein d'argent et qui ont été condamnés au mois de juin à tous 6 mois, 8 mois, 12 mois de prison et à des sommes à rembourser avec sursis à tous les coups. Mais qui en a parlé dans la presse? Personne. Pourquoi? Parce que si le Télégramme ou Ouest France en parle, la CGT ne publie pas le journal. Qui dit combien gagne l'Archer, l'actuel? Je ne parle pas de Macron, c'est encore pire. Mais l'Archer, j'ai le papier en bas, combien il gagne? Il a déjà 30 000 euros par mois. Plus d'État, tous les transports, le train, tout ça, tout gratuit, un chauffeur, 3 ou 4 personnes payées et des indemnités de bouffe et tout ça en place, et ça fait des sommes colossales. Et après, on dit, il n'y a pas de sous. Il y a combien de personnes qui travaillent à l'Élysée? Moi, on me dit qu'il y en a 400, dont 17 cuisiniers. Madame Merkel, elle rentre chez elle tous les soirs, elle fait sa bouffe et elle fait ses courses elle-même. Voilà, elle est en Europe. Et ça, on ne l'explique absolument pas dans les journaux.
Et je ne te parle pas du formatage. Par exemple, quel journal, qui va expliquer, alors que maintenant l'Europe, par exemple, comme je suis abonné au journal Ambata depuis sa création, c'est-à-dire il y a 62 ans, le journal du Pays Basque Nord, où on apprend des choses formidables et énormes. J'ai envoyé des numéros ces temps-ci à pas mal de militants. Et ils expliquent plein de choses, que l'Europe était en train de devenir de plus en plus fédérale. Ainsi, je te donne un exemple. Les 750 milliards que l'Europe a voté pour aider les gens, pour la première fois, ils ne les donnent plus aux États, ils les donnent aux régions directement, celles qui ont besoin. Avant ça, l'Alsace-Lorraine avait obtenu que l'argent de la PAC pour l'agriculture soit versé à la région Alsace-Lorraine. Eh bien, l'Europe voulait faire la même chose pour la Bretagne, et les Bretons, ils ont été incapables de remplir les dossiers, et l'argent est reparti à Bruxelles, l'année dernière. Et maintenant, ils s'orientent pour aider partout les régions avant les États. Et ça, c'est une évolution formidable. Donc, les dernières... la France va être obligée de se mettre là, mais qui explique vraiment que le budget de la région Bretagne, dans la presse cette semaine, on nous explique, le budget de la Bretagne, il a augmenté beaucoup de 3%. C'est-à-dire, ça fait 1,6 milliard. C'est-à-dire que c'est moins que celui de la ville de Rennes. C'est 30 fois moins que celui du Pays de Galles, 60 fois moins que celui de la Catalogne, et je ne te parle pas de l'Écosse et tous les autres. Mais comment peut-on mener une politique de la mer en Bretagne avec des miettes? C'est impossible. Alors il y a un autre truc géographique qui est très important. Toutes les îles que je connais, moi, même Cuba maintenant, sont des îles riches. Pourquoi Belle-Île-en-Mer, c'est dans la merde? Pourquoi l'île de Groix est dans la merde? Et pourquoi Jersey et Guernesey sont riches? Ben parce qu'il y en a deux qui dépendent de l'Angleterre et qui ont leur pouvoir eux-mêmes. Pourquoi la Sardaigne est riche et que la Corse est dans la merde? Ben parce que la Corse n'a pas les pouvoirs ni le budget qu'il faut et que la Sardaigne gère ses affaires elle-même. Pourquoi il y a 16 langues dans la constitution italienne et qu'en Bretagne, on ne peut même pas enseigner le breton, qu'il faut se battre toute sa vie pour enseigner à 20 000 euros à 20 000 enfants, alors que tous les enfants d'Alsace, tous 100%, sont en 3 heures de breton, non, d'alsacien. Tous les Corses ont 3 heures d'alsacien. En Alsace, 18% sont en bilingue. En Corse, 35%. Et au Pays Basque Nord, à Bayonne, ils sont à 50% du primaire en bilingue. Et toutes 36 des écoles sont en immersion publique, privée ou CSK. Sont toutes en immersion dans les primaires. C'est sous le gouvernement français. Et nous, on est à 3% de minables. Et en plus, qu'il n'y a que 13% des enfants qui rentrent en maternelle qui poursuivent leurs études jusqu'au bac. Il n'y a que 150 enfants qui passent leur bac en breton. Et on nous dit tout va bien. Ben non, tout va mal. Mais on va gagner parce qu'on est les moins mauvais. Amen.